Le tonnerre déchira le ciel de Saint-Marcellin comme une lame tranchant la toile du monde. Dans cette nuit d'orage, personne n'aurait imaginé qu'un prince tomberait du ciel pour changer à jamais le destin d'une veuve et de ses enfants. Élise Marceau serra ses fils contre elle, écoutant les rafales marteler les volets disjoints de leurs masures. Bastien, 7 ans, tentait de rassurer son petit frère Noé en inventant des histoires sur les géants qui jouaient aux quilles dans les nuages. Leur voix frêle se perdait dans le vacarme de la tempête, mais Élise souriait, malgré la peur qui lui nouait l'estomac. « Maman, regarde !» cria soudain Bastien, le nez collé contre la fenêtre fêlée. « Il y a des lumières près de la rivière. » Élise s'approcha, plissant les yeux dans l'obscurité zébrée d'éclairs. Effectivement, des lanternes dansaient étrangement près du vieux pont de pierre, là où la route royale enjambait les eaux tumultueuses de la Marne. Une carrosse, sans doute prise dans la tourmente. « Ils vont tomber !» hurla Noé, pointant son petit doigt vers les lumières qui vacillaient dangereusement. Un craquement sinistre fendit la nuit. Le pont, affaibli par des années de négligence, venait de céder sous le poids de l'attelage royal. Dans un fracas épouvantable, chevaux, carrosses et passagers basculèrent dans les flots déchaînés. Sans réfléchir, Élise attrapa sa lanterne et se précipita dehors, ses fils sur les talons. La pluie glacée gifla son visage, tandis qu'elle dévalait le sentier boueux menant à la berge. Les cris d'un homme à l'agonie perçaient le tumulte de l'orage. « Au secours, quelqu'un !» La voix était jeune, cultivée, désespérée. Élise scruta les eaux noires. Une silhouette se débattait près des restes du pont, emportée par le courant vers les rochers. Sans hésiter, elle ôta sa cape et entra dans la rivière glacée, ignorant les protestations terrifiées de Bastien. « Maman, non !» Mais Élise nageait déjà vers l'inconnu, luttant contre la force de la crue. L'homme, épuisé, coulait à vue d'œil. Elle l'attrapa par le col de sa veste brodée au moment où une vague le submergeait. Ensemble, ils furent projetés contre un tronc d'arbre coincé entre deux rochers. « Tenez-vous !» cria-t-elle, s'accrochant de toutes ses forces aux branches. L'homme, à demi inconscient, marmonnait des mots incohérents. Élise remarqua la finesse de ses traits, la qualité de ses vêtements trempés, la bague à ses armoiries qui scintillait à son annulaire. Un noble, peut-être même plus qu'un simple noble. Avec l'aide de Bastien qui avait trouvé une corde dans les débris du pont, elle parvint à hisser l'inconnu sur la berge. Il respirait faiblement, ses lèvres bleues de froid. Noé, tremblant mais déterminé, avait allumé un feu de fortune sous l'auvent de leur cabane. « Il faut le réchauffer » déclara Élise en portant l'homme inconscient. « Bastien va chercher toutes les couvertures. Noé, attise le feu. » Elle installa l'étranger sur son propre lit de paille, le seul de la maison, et entreprit de le sécher avec les quelques linges qu'elle possédait. En ôtant sa veste, elle découvrit un médaillon en or massif gravé des armes de France. Son cœur s'arrêta. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. L'homme ouvrit soudain les yeux. Ils étaient d'un bleu profond, troublés par la confusion et la reconnaissance. Il regarda autour de lui, les murs de torchis, le sol de terre battue, les visages sales mais bienveillants de 2 enfants penchés sur lui. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Élise Marceau, monseigneur, et voici mes fils, Bastien et Noé. » Elle hésita, puis ajouta, « Vous avez failli vous noyer. Nous vous avons tiré de la rivière. » L'homme tenta de se redresser, mais retomba, pris de vertige. « La carrosse, mes hommes !»« Je suis désolé, monseigneur. Nous n'avons vu personne d'autre. » Un silence lourd s'installa, rompu seulement par le crépitement du feu et le martèlement de la pluie. L'inconnu observait cette femme aux mains rugueuses qui lui avait sauvé la vie, ses enfants aux vêtements rapiécés qui le regardaient avec une curiosité mêlée de respect. « Comment vous appelez-vous, monseigneur ?» osa demander Bastien. L'homme sourit faiblement. Pour la première fois depuis des années, personne ne connaissait son titre, ses obligations, ses échecs. Il n'était qu'un homme sauvé par la bonté. « Louis, » répondit-il simplement. « Je m'appelle Louis. » Élise fronça les sourcils. Ce prénom royal, cette bague, ces vêtements. Mais elle ne posa pas de questions. Dans sa masure, les rangs n'existaient plus. Il n'y avait qu'un homme à réchauffer et des enfants à protéger de la tempête qui faisait rage dehors. « Reposez-vous, Louis, dit-elle doucement. Demain,
Quand l'orage sera passé, nous verrons comment vous ramener chez vous. » Mais tandis que l'inconnu sombrait dans un sommeil réparateur, Élise contemplait le médaillon qu'elle avait caché dans sa paume. Les armes de France. Qui donc avait-elle sauvé cette nuit? Et surtout, quelles conséquences cette rencontre aurait-elle sur leur vie déjà si fragile? Le feu crépitait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les visages endormis. Dehors, la tempête s'apaisait lentement, mais dans le cœur d'Élise, une autre tourmente commençait, car elle pressentait que cette nuit d'orage avait changé leur destin à jamais. L'aube se leva sur Saint-Marcellin avec une douceur trompeuse, comme si la tempête de la nuit n'avait été qu'un cauchemar. Louis de Bellois ouvrit les yeux sur un monde qu'il n'avait jamais vraiment vu, celui de la pauvreté silencieuse et digne. Le parfum du pain chaud flottait dans l'air, mêlé à celui du bois brûlé et d'herbes sauvages. Élise s'affairait près de l'âtre, ses gestes précis et économes révélant des années d'habitude à faire beaucoup avec peu. Bastien l'aidait en disposant 3 bols de bois sur la table branlante, tandis que Noé, encore ensommeillé, se frottait les yeux près de la fenêtre. « Bonjour, Louis, » dit Élise en se retournant vers lui. « Comment vous sentez-vous » Il tenta de se lever et grimaça. Tout son corps était courbaturé, mais il était vivant. « Mieux, merci à vous, et j'ai une dette envers vous et vos enfants. »« Point de dette entre chrétiens. » répondit-elle simplement en lui tendant un bol de bouillon fumant. « Mangez, cela vous donnera des forces. » Louis observa le liquide clair où flottaient quelques légumes et un morceau de lard. Pour un homme habitué au faste de Versailles, c'était un repas de misère. Pourtant, quand il y goûta, il découvrit une saveur authentique qu'aucun cuisinier royal n'avait jamais su créer. « C'est délicieux, » murmura-t-il, sincère. Bastien le dévisagea avec curiosité. « Vous parlez bizarrement, monsieur Louis, comme les gens du château. »« Bastien !» le gronda doucement Élise. « Ne sois pas indiscret. »« Non, laissez, » dit Louis en souriant à l'enfant. « Tu as raison, mon garçon. Je viens d'un endroit où l'on parle différemment. Mais dis-moi, que sais-tu du château? »« Que c'est très grand et que les gens y sont méchants, » répondit Noé en s'approchant timidement. « Ils ont tué papa. » Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Élise blêmit et détourna le regard. Louis posa son bol, troublé par cette révélation innocente mais terrible. « Noé, va jouer dehors, » dit Élise d'une voix étranglée. « Mais maman, maintenant !» L'enfant sortit à contre-cœur, suivi par Bastien qui avait compris qu'il valait mieux laisser les adultes seuls. Louis attendit qu'Élise soit prête à parler. « Mon mari était charpentier, » commença-t-elle sans le regarder. « Un homme habile et honnête. Il y a 2 ans, l'intendant royal l'a engagé pour renforcer une tribune lors de festivités au château de Clermont-sur-Loire. Mais l'intendant a refusé de payer le bois de qualité que réclamait mon époux. « Du sapin suffira pour ses manants, » a-t-il dit. Elle s'interrompit, les mains tremblantes. Louis l'encouragea d'un geste à continuer. La tribune s'est effondrée pendant la fête. 12 personnes sont mortes, dont mon mari, écrasé en tentant de sauver des enfants. L'intendant a déclaré que c'était un accident dû à la négligence de l'ouvrier. Aucune compensation n'a été versée aux familles. Louis sentit la honte l'envahir. Il connaissait cet intendant, Augustin de Morvilliers, un homme cupide qu'il avait pourtant maintenu en poste par négligence. Combien d'autres drames avait-il ignorés par simple indifférence? « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Pourquoi? Ce n'est pas vous qui avez donné les ordres. » Mais Élise le regarda enfin, et il vit dans ses yeux une résignation qui lui brisa le cœur. « Depuis, nous survivons comme nous pouvons. Je vends du savon au marché, je ramasse du bois mort. Les gens du village nous évitent, de peur que le malheur soit contagieux. Et les autorités? L'Église? L'Église nous donne parfois du pain rassis. Le bailli nous dit de nous taire et d'accepter la volonté de Dieu. » Elle haussa les épaules avec amertume. « Nous ne comptons pas, Louis. Nous sommes transparents. » Louis se leva péniblement et s'approcha de la fenêtre. Au dehors, Bastien et Noé jouaient avec des bâtons, mimant des combats d'épée en riant. Leur innocence contrastait cruellement avec la réalité de leur existence. « Si je vous disais que je peux changer votre situation ?» demanda-t-il soudain. Élise le regarda avec méfiance. « Comment ? En vous offrant un toit, du travail, la sécurité pour vos enfants. En échange de quoi ?
Sa voix s'était durcie. « Je connais les arrangements que proposent les hommes aux femmes seules. » Louis rougit. « Non, ce n'est pas... Je vous parle d'honnêteté, d'une vraie chance de recommencer. Qui êtes-vous vraiment, Louis ?» Elle s'était levée à son tour, le défiant du regard. Un marchand? Un bourgeois en voyage? Les hommes ordinaires ne font pas de telles promesses. Il hésita, puis sortit le médaillon de sa poche. Louis de Bellois, prince de France, héritier du duché de Sandrières. Élise recula comme si elle venait d'être giflée. « Un prince? Mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous m'avez sauvé la vie. » Il s'approcha d'elle, les mains ouvertes en signe de paix. « Et vous m'avez ouvert les yeux sur des réalités que j'ignorais. Laissez-moi vous aider, Élise. Laissez-moi racheter les fautes de mes semblables. Les princes ne s'abaissent pas à aider les veuves de charpentiers. Celui-ci, si. » Il la regarda droit dans les yeux. « J'ai une propriété à Sandrières, au nord de Clermont-sur-Loire. Un endroit paisible, loin de la cour et de ses intrigues. Vous pourriez y vivre avec vos enfants, en sécurité. Et en échange, rien. Votre présence sera suffisante pour me rappeler que la vraie noblesse ne vient pas du sang, mais du cœur. » Élise le scrutait, cherchant le piège, la ruse, le mensonge. Mais elle ne voyait qu'un homme jeune, troublé par ce qu'il venait d'apprendre, sincère dans son désir de réparer. « Mes enfants, ils pourraient aller à l'école? Ils auront les meilleurs précepteurs. Et moi, que ferais-je là-bas? Ce que vous voudrez. Vous occuper de votre jardin, de vos enfants. Apprendre à lire si le cœur vous en dit. Vivre, simplement. » Dehors, Bastien appelait sa mère pour lui montrer une fleur qu'il avait trouvée. Cette voix innocente décida Élise. Pour ses fils, elle était prête à prendre tous les risques. « D'accord, » murmura-t-elle. « Mais à une condition, au moindre signe de tromperie, nous partirons. » Louis sourit pour la première fois depuis longtemps, un sourire vrai, libéré du poids des protocoles et des faux semblants. « Vous avez ma parole, Élise Marceau, et celle d'un Bellois vaut plus que tous les ors de France. » Mais ni l'un ni l'autre n'imaginaient les tempêtes qui les attendaient au château de Sandrières, où la nouvelle de l'arrivée d'une roturière susciterait bientôt des haines tenaces et des jalousies mortelles. 3 jours plus tard, la carrosse princière gravissait lentement l'allée bordée de chênes centenaires menant au solar de Sandrières. Élise tenait fermement la main de Noé, tandis que Bastien, le nez collé contre la vitre, observait avec émerveillement les jardins à la française qui s'étendaient de part et d'autre. « Maman, regarde, il y a des statues qui crachent de l'eau !» s'écria le garçon. Louis sourit. « Ce sont des fontaines, Bastien. Elles servent à rafraîchir l'air en été. » Élise gardait le silence, submergée par l'ampleur de ce qu'elle découvrait. Le château de Sandrières, bien que moins imposant que Versailles, déployait une élégance raffinée qui la faisait se sentir plus petite à chaque tour de roue. Ses mains rugueuses lissaient machinalement sa robe de laine grossière, la seule qu'elle possédât. « N'ayez crainte, » murmura Louis en remarquant son trouble. « Sandrières n'est pas un lieu de protocole rigide. C'est ma retraite, mon refuge loin de l'étiquette de la cour. » Mais quand la carrosse s'arrêta devant le perron de marbre blanc, Élise comprit que même les refuges des princes dépassaient l'imagination des paysans. Une dizaine de domestiques en livrée bleue et or attendaient en rang d'oignons, dirigés par un homme âgé aux cheveux poudrés. « Monseigneur !» s'exclama le majordome en s'inclinant profondément. « Nous étions si inquiets. Quand vos gardes sont revenus sans vous, tout va bien, Honoré, » le rassura Louis en descendant de voiture. « J'ai eu un petit accident, mais j'ai été secouru par cette dame et ses enfants. Permettez-moi de vous présenter Madame Élise Marceau, Bastien et Noé. Ils seront nos hôtes pour un temps indéterminé. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le découper au couteau. Les domestiques échangèrent des regards perplexes, certains dissimulant mal leur surprise derrière des visages impassibles. Une roturière, avec ses enfants, au solar de Sandrières? Honoré, homme d'expérience, se ressaisit le premier. « Bien sûr, monseigneur, Madame Marceau. » Il s'inclina respectueusement devant Élise, qui rougit jusqu'aux oreilles. « Soyez la bienvenue à Sandrières. Préparez les laits pour nos invités, » ordonna Louis, « et veillez à ce qu'on leur fournisse tout le nécessaire, des vêtements décents, des livres pour les enfants, tout ce qui pourra assurer leur confort. »« De monseigneur » intervint une voix glaciale depuis le perron.
Tous se retournèrent vers une femme d'une quarantaine d'années qui descendait majestueusement les marches. Grande, élégante, le port altier, elle incarnait la noblesse française dans ce qu'elle avait de plus raffiné et de plus impitoyable. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon complexe, et sa robe de soie bordeaux semblait coûter plus que tout ce qu'Élise avait possédé dans sa vie. « Geneviève !» Louis parut surpris. « Je ne savais pas que vous étiez à Sandrières. Je suis arrivé hier soir, en apprenant votre disparition, » répondit la duchesse de Rouzières d'un ton où perçait un reproche subtil. J'étais morte d'inquiétude. Son regard balaya Élise et ses fils avec une froideur calculée. Je vois que mes craintes étaient infondées. Louis sentit la tension monter. Geneviève, permettez-moi de vous présenter Élise Marceau et ses enfants. Ils m'ont sauvé la vie lors de l'accident du pont. Sans eux, je ne serais plus de ce monde. Quelle providence ! Murmura la duchesse avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Madame Marceau, n'est-ce pas? Vous devez être épuisée par le voyage. Élise inclina la tête, intimidée par l'aura de pouvoir qui émanait de cette femme. Votre grâce. Oh, appelez-moi simplement Madame la Duchesse, corrigea Geneviève avec une amabilité teintée de condescendance. Nous ne sommes pas à Versailles, ici. N'est-ce pas, Louis? Le prince perçut l'avertissement sous-jacent, mais choisit de l'ignorer. Honoré, conduisez nos invités à leurs appartements. Ils ont besoin de repos. Tandis que le petit groupe se dirigeait vers l'escalier d'honneur, Geneviève retint Louis par le bras. « Puis-je vous parler un instant? En privé ?» Il acquiesça à contre-cœur et la suivit dans le salon bleu, une pièce aux boiseries dorées où trônaient les portraits de ses ancêtres. Geneviève referma soigneusement la porte derrière eux. « Louis, » commença-t-elle d'une voix douce mais ferme, « j'admire votre reconnaissance envers ces personnes. Mais avez-vous réfléchi aux conséquences de votre geste? Quelles conséquences? Il s'agit d'offrir un toit à une veuve et ses enfants. Il s'agit d'introduire des roturiers dans l'un des plus anciens domaines de France. » Elle s'approcha de lui, posant une main gantée sur son bras. « Mon cher Louis, vous êtes encore jeune, votre cœur vous honore, mais la société a ses règles, ses équilibres. Que dira-t-on à la cour quand on apprendra qu'un prince de sang royal héberge une paysanne? On dira ce qu'on voudra. Je me moque des ragots de Versailles. Moi pas. » Sa voix se durcit imperceptiblement. « Votre réputation rejaillit sur tous ceux qui vous sont proches, sur moi notamment, en tant que veuve de votre tuteur et votre conseillère. » Louise se dégagea de son emprise. « Élise Marceau est une femme respectable qui a perdu son mari dans des circonstances tragiques. Elle mérite notre protection, pas notre mépris. »« Bien sûr, bien sûr !» Geneviève tourna autour de lui comme un chat autour de sa proie. « Mais pourquoi ici? Pourquoi pas dans une ferme du domaine? Ou mieux encore, dans un couvent? Les sœurs de Sainte-Marguerite accueillent volontiers les veuves nécessiteuses. Parce que je l'ai décidé ainsi. » Le ton sans appel de Louis fit comprendre à Geneviève qu'il ne servirait à rien d'insister pour le moment. Elle changea de tactique. « Très bien. Dans ce cas, permettez-moi au moins de veiller à ce que cette dame et ses enfants s'intègrent convenablement. Il faudra leur enseigner les usages, les bonnes manières. On ne peut pas les laisser déambuler dans le château comme dans une ferme. »« Je vous en sais gré, » répondit Louis, soulagé par cette apparente concession. Mais il ne vit pas le sourire glacé qui effleura les lèvres de la duchesse quand il lui tourna le dos pour sortir. Geneviève de Rouzières n'avait pas dit son dernier mot. Cette roturière qui osait s'installer à Sandrières découvrirait bientôt qu'il existait 1000 façons de rendre la vie impossible à ceux qui n'étaient pas à leur place. Pendant ce temps, dans l'aile est du château, Élise contemplait avec stupéfaction l'appartement qui lui avait été attribué. 3 pièces spacieuses, meublées avec goût, une cheminée de marbre, des fenêtres donnant sur les jardins, un lit plus grand que toute sa ancienne maison. « Maman !» chuchota Bastien. « Est-ce qu'on va vraiment vivre ici ?»« Je ne sais pas, mon chéri, » répondit-elle, en serrant ses fils contre elle. « Je ne sais pas. » Mais dans son cœur, une petite voix lui murmurait qu'il venait peut-être d'entrer dans une cage dorée dont il serait bien difficile de sortir. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Élise à Sandrières et déjà les rouages de l'hostilité silencieuse se mettaient en place. Ce matin-là, elle se réveilla au son des cloches de la chapelle du domaine.
un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Dormir suffisamment pour entendre les matines plutôt que d'être déjà au travail avant l'aube. Bastien et Noé dormaient encore paisiblement dans le lit voisin, leur visage enfin détendu après des mois de privation. Élise sourit en les regardant. Peut-être Louis avait-il raison, peut-être méritait-il cette chance. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» dit-elle en nouant rapidement les lacets de sa robe. Une jeune servante entra, les yeux baissés. C'était Margot, une fille d'une vingtaine d'années, aux cheveux blonds tressés sous sa coiffe blanche. Depuis une semaine, elle était la seule du personnel à témoigner quelque bienveillance à Élise. « Bonjour, Madame Marceau », murmura-t-elle. « Madame la Duchesse souhaite vous voir dans le petit salon après le déjeuner, pour votre éducation, qu'elle a dit. » Élise sentit son estomac se nouer. Chaque rencontre avec Geneviève de Rouzières était une épreuve subtile, un examen déguisé en conversation mondaine. « Très bien, merci Margot. » La servante hésita, puis s'approcha davantage. « Madame, puis-je me permettre ?»« Bien sûr. Méfiez-vous d'elle. Madame la Duchesse, elle n'aime pas qu'on lui résiste. Et elle déteste qu'on prenne la place qu'elle convoite. Quelle place! Je ne suis qu'une veuve avec ses enfants. » Margot la regarda avec une pitié mêlée d'inquiétude. « Vous êtes dans le cœur de Monseigneur le Prince, madame, et cela, Madame la Duchesse ne le pardonnera jamais. » Sur ces mots troublants, elle s'éclipsa, laissant Élise seule avec ses interrogations. Dans le cœur du prince? Quelle absurdité! Louis ne voyait en elle qu'une bonne action, un moyen de racheter les fautes de sa classe. Rien de plus, n'est-ce pas? Quelques heures plus tard, Élise se présenta au petit salon, une pièce intimiste aux murs tapissés de soie jaune pâle. Geneviève l'attendait, installée dans un fauteuil Louis XIV, une tasse de porcelaine de Sèvres à la main. Près d'elle, une table était dressée avec un service à thé complet et des pâtisseries qui semblaient sortir tout droit des cuisines de Versailles. « Ah, chère Élise !» s'exclama la duchesse avec un sourire éclatant. « Venez, asseyez-vous. Nous allons commencer votre éducation aux bonnes manières. » Élise s'installa sur la chaise désignée, remarquant immédiatement qu'elle était plus basse que celle de la duchesse. Un détail calculé pour marquer la hiérarchie. « Aujourd'hui, nous allons apprendre l'art de servir le thé, » annonça Geneviève. « Une dame de qualité doit maîtriser ses subtilités. Observez bien. » Avec des gestes théâtraux, elle saisit la théière de porcelaine. « D'abord, on vérifie la température, puis on verse en gardant le petit doigt levé ainsi. La tasse ne doit jamais être remplie à ras-bord, et on ne fait jamais teinter la cuillère contre les parois. » Élise regardait, fascinée malgré elle par cette chorégraphie complexe autour d'un simple thé. Dans sa masure de Saint-Marcellin, elle buvait de l'eau chaude avec des herbes ramassées dans les champs. « À votre tour !» déclara Geneviève en lui tendant la théière. Élise tenta de reproduire les gestes, mais ses mains, habituées aux travaux rudes, tremblaient légèrement. Quelques gouttes de thé s'échappèrent sur la nappe immaculée. « Non, non, non !» s'écria la duchesse avec une exaspération feinte. « Regardez-moi cette catastrophe, ma pauvre enfant, nous avons vraiment beaucoup de travail. » Elle appuya sur une sonnette et immédiatement 2 servantes apparurent pour nettoyer le dégât. Élise rougit de honte, se sentant jugée et diminuée. « N'ayez crainte, » reprit Geneviève d'une voix mielleuse. « Avec de la patience et de la persévérance, même les natures les plus rustiques peuvent s'améliorer. Recommençons. » L'exercice se répéta une dizaine de fois, et à chaque erreur d'Élise, le sourire de la duchesse se faisait plus triomphant. Quand enfin elle parvint à servir le thé sans incident, Geneviève applaudit avec condescendance. « Progrès! Il y a du progrès! Maintenant parlons maintien. Une dame ne s'assoit jamais les jambes écartées, ne pose jamais les coudes sur la table et garde toujours le dos droit. Montrez-moi. » Élise rectifia sa position, mais la duchesse secoua la tête avec commisération. « Mon Dieu, vous vous tenez comme un sac de blé. Redressez-vous. Imaginez qu'un fil invisible vous tire vers le plafond. » Les critiques pleuvaient, acerbes et humiliantes. Élise serrait les dents, s'efforçant de suivre les conseils, mais chaque correction était assénée avec une cruauté déguisée en bienveillance. « Et votre manière de parler, » poursuivit Geneviève. « Cet accent paysan, ces expressions vulgaires, il faudra tout reprendre. Répétez après moi. J'ai l'honneur de vous présenter mes respects,
Madame la duchesse. Élise s'exécuta, mais sa voix portait encore les inflexions du terroir. Épouvantable, on dirait que vous avez des cailloux dans la bouche, encore. À la 10e répétition, des larmes de frustration perlaient aux yeux d'Élise. C'est à ce moment que Louis entra dans le salon, attiré par les éclats de voix. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il en voyant la détresse d'Élise. « Oh, Louis » s'exclama Geneviève avec enjouement. « Je prodigue quelques leçons de savoir-vivre à notre chère Élise. Elle fait des progrès remarquables, n'est-ce pas ?» Élise baissa la tête, incapable de soutenir le regard du prince. Elle se sentait humiliée, diminuée, comme si on venait de lui rappeler brutalement sa place dans l'ordre du monde. « Je vois », murmura Louis, percevant la tension dans l'air. « Élise, comment vous sentez-vous ?»« Très bien, monseigneur, » mentit-elle d'une voix étranglée. « Madame la duchesse est très patiente avec moi. » Louis fronça les sourcils. Il connaissait assez Geneviève pour deviner ses méthodes. Peut-être serait-il judicieux de faire une pause. L'apprentissage est plus efficace par petites doses. « Comme vous voudrez, » concéda la duchesse avec un sourire innocent. « Nous reprendrons demain. » Élise a encore tellement à apprendre. Quand Élise se leva pour partir, ses jambes flagellaient. Dans le couloir, Louis la rattrapa. « Élise, attendez. » Elle se retourna, les yeux encore humides. « Oui, monseigneur ? Comment vont vraiment ces leçons ?» Elle hésita. Tout son instinct lui criait de se plaindre, de dénoncer la cruauté calculée de la duchesse. Mais une autre voix, celle de la prudence, lui rappelait sa position précaire. « Madame la duchesse fait de son mieux pour m'enseigner les bonnes manières, » dit-elle finalement. « Je lui en suis reconnaissante. » Louis la scruta, peu convaincu. « Si quelque chose vous préoccupe, n'hésitez pas à venir me voir. »« Merci, monseigneur. » Elle s'éloigna d'un pas rapide, laissant Louis songeur. Dans le salon, Geneviève l'attendait, triomphante. « Cette petite apprend vite, » déclara-t-elle. « Dans quelques semaines, elle saura parfaitement quelle est sa place. » Louis ne répondit pas, mais un doute commençait à germer dans son esprit. Et si son geste de générosité était en train de se transformer en piège pour celle qu'il voulait protéger? Ce soir-là, Élise serra ses fils contre elle, en écoutant Bastien lui raconter sa journée avec le précepteur. L'enfant était heureux, épanoui, découvrant un monde de connaissances qu'elle n'aurait jamais pu lui offrir. Mais à quel prix? « Maman, » murmura Noé avant de s'endormir, « tu pleures. »« Non, mon cœur, » mentit-elle en essuyant furtivement ses joues. « Maman est juste fatiguée. » Mais dans l'obscurité de sa chambre dorée, Élise Marceau commençait à comprendre qu'elle venait d'entrer dans une guerre dont elle ne connaissait pas encore toutes les règles. 2 semaines après l'arrivée d'Élise à Sandrières, les nouvelles de sa présence avaient fini par filtrer jusqu'à la cour de Versailles, puis se répandre comme une traînée de poudre dans tous les salons de France. Ce matin-là, Louis reçut un flot de correspondances qui ne laissait rien présager de bon. Il était dans sa bibliothèque, tentant de se concentrer sur les rapports de ses intendants, quand Honoré frappa à la porte. « Monseigneur, vous avez du courrier ?» Beaucoup de courriers. Le majordome déposa sur le bureau une pile imposante de lettres aux sceaux les plus prestigieux du royaume. Louis reconnut les armoiries des ducs d'Orléans, de Montmorency, de Condé, et même celui, redoutable, du ministre Colbert. Il ouvrit d'abord la lettre du duc d'Orléans, son cousin et ami d'enfance. « Mon cher Louis, les bruits les plus étranges courent à votre sujet. On dit que vous hébergez une roturière et ses bâtards dans votre château ancestral. J'espère que ces ragots sont exagérés. La famille royale ne peut se permettre de nouveaux scandales. Éclaircissez-moi, je vous prie. » La suivante, du duc de Montmorency, était plus directe. « Belloy, votre excentricité dépasse les bornes. Une paysanne à Sandrières, avez-vous perdu l'esprit ? Renvoyez cette créature avant qu'elle ne ternisse davantage votre réputation déjà fragile. » Mais c'est la lettre de Colbert qui fit blêmir Louis. « Monseigneur, Sa Majesté a été informée de vos innovations domestiques. Elle souhaite des explications. Je vous suggère de régler cette affaire promptement et discrètement. Les temps ne sont pas aux fantaisies princières. » Louis froissa les lettres avec rage. Comment ces nouvelles avaient-elles pu se répandre si vite? Il n'eut pas longtemps à chercher la réponse. Geneviève entra dans la bibliothèque sans être annoncée, un sourire satisfait aux lèvres.
Mauvaise nouvelle, mon cher Louis. Vous saviez, l'accusa-t-il. Vous saviez que ces lettres arriveraient. Moi? Elle porta une main à son cœur avec une innocence feinte. Comment aurais-je pu deviner que vos actes attireraient l'attention? Après tout, qui aurait pu prévoir qu'un prince de France, installant une roturière dans son château, ferait jaser? Qui l'a dit? Qui a répandu ces nouvelles? Geneviève s'approcha de la fenêtre, contemplant les jardins avec désinvolture. Mon cher Louis, Cendrière n'est pas une île déserte. Les domestiques parlent, les fournisseurs observent, les visiteurs rapportent. La nouvelle s'est répandue toute seule. Ou a été soigneusement cultivée. Allons, ne soyez pas paranoïaque. Elle se retourna vers lui, le visage grave. Le mal est fait, à présent. La question est, que comptez-vous faire? Avant que Louis puisse répondre, des éclats de voix retentirent dans la cour. Par la fenêtre, ils virent arriver une carrosse ornée des armes du comte de Montclair, suivie de 2 autres équipages, des nobles de la région, venus sans doute pour se faire leur propre opinion sur le scandale. « Parfait, » marmonna Louis. « Voilà maintenant que nous recevons des visiteurs importuns. »« Au contraire, » répliqua Geneviève avec un sourire carnassier, « c'est l'occasion rêvée de prouver que cette situation est parfaitement maîtrisée. Invitez-les à dîner. Montrez-leur qu'Élise Marceau sait se tenir à sa place. » L'idée était perverse, mais Louis ne voyait pas comment refuser sans paraître fuir ses responsabilités. « Très bien, mais je veux qu'Élise soit traitée avec respect, naturellement. Après tout, c'est votre protégée. » 1 heure plus tard, le grand salon de Cendrière accueillait une assemblée redoutable. Le comte de Montclair, homme sec et austère de 60 ans, était accompagné de sa femme, une créature hautaine aux bijoux ostentatoires. Avec eux, la marquise de Sévigné, réputée pour son esprit acéré et sa plume venimeuse, et le baron de Montpensier, célèbre pour ses conquêtes et son mépris des roturiers. Louis fit les présentations d'usage, omettant volontairement de mentionner Élise. Mais Geneviève, avec un art consommé de la manipulation, ne tarda pas à amener le sujet sur le tapis. « Mon cher comte, roucoula-t-elle, vous devez absolument rencontrer notre invitée spéciale, une femme remarquable qui a sauvé la vie de notre prince. » Les regards se tournèrent vers Louis, qui serra les dents. Il n'avait plus le choix. « Honoré, dit-il d'une voix tendue, priez Madame Marceau de nous rejoindre. » L'attente qui suivit fut électrique. Quand Élise apparut dans l'embrasure, vêtue d'une robe simple mais propre que Margot avait dénichée pour elle, le silence se fit pesant. Elle avait beau avoir coiffé ses cheveux avec soin et tenté d'appliquer les leçons de maintien de Geneviève, rien ne pouvait dissimuler ses origines modestes. « Messieurs, dames, » annonça Louis avec une dignité forcée, « permettez-moi de vous présenter Madame Élise Marceau, à qui je dois la vie. » Élise fit une révérence maladroite, sentant sur elle le poids de tous ses regards scrutateurs. Le comte de Montclair la dévisagea comme s'il observait une curiosité de foire. « Ainsi, dit-il d'une voix glaciale, voici la roturière qui fait tant parler. »« Comte, intervint Louis d'un ton d'avertissement, mais Montclair n'en avait pas fini. Dites-moi, madame, Marceau, c'est bien cela? Comment une simple paysanne s'y prend-elle pour sauver un prince ?» Élise déglutit péniblement. « Monseigneur, mes enfants ont vu la carrosse tomber dans la rivière. Nous avons fait ce que tout chrétien aurait fait. »« Tout chrétien !» La marquise de Sévigné eut un petit rire cristallin. « Comme c'est touchant. Et maintenant, vous voilà installé dans l'un des plus beaux châteaux de France. Quelle ascension remarquable !» Le sous-entendu était clair, et Élise rougit violemment. « Madame la marquise, je vous assure qu'il n'y a rien d'inconvenant dans cette situation, » compléta le baron de Montpensier avec un sourire lubrique. « Bien sûr, bien sûr. Une jeune veuve, un prince célibataire, que pourrait-il y avoir de suspect? Baron !» Louis se leva, la colère flambant dans ses yeux. « Je vous interdis de tenir de tels propos. »« Allons, Louis !» intervint Geneviève d'une voix apaisante. « Le baron plaisante. N'est-ce pas, mon cher Montpensier? Nous savons tous que votre générosité envers cette pauvre femme est purement charitable. » Mais le mal était fait. Élise se tenait debout au milieu du salon, humiliée publiquement, objet de sarcasme et d'insinuation.
Elle, qui avait espéré se faire discrète, se retrouvait au centre d'un spectacle cruel, dont elle était à la fois la vedette et la victime. « Si vous voulez bien m'excuser, murmura-t-elle, mes enfants m'attendent. » Elle sortit précipitamment, laissant derrière elle un silence embarrassé. Louis fusilla l'assemblée du regard. « J'espère que vous êtes fiers de vous, » déclara-t-il d'une voix blanche. « Tourmenter une femme qui n'a jamais fait de mal à personne. »« Mon cher prince, » répliqua la comtesse de Montclair, « nous ne faisons que vous ouvrir les yeux. Cette personne n'a pas sa place ici. Sa seule présence compromet votre réputation et, par extension, celle de votre lignée. Ma réputation m'appartient. Je la gère comme bon me semble. » « Vraiment ?» La marquise de Sévigné sortit de son réticule une lettre qu'elle agita sous le nez de Louis. « Alors expliquez-moi pourquoi le roi lui-même s'interroge sur vos choix. » Louis pâlit. « Une lettre du roi, déjà ?»« Louis, » dit doucement Geneviève, « vous devez comprendre que cette situation ne peut perdurer, pour votre bien, pour celui de cette femme, et pour la tranquillité du royaume. » Le piège se refermait. Louis voyait bien le jeu de Geneviève. Elle avait orchestré cette visite, préparé cette humiliation publique dans le seul but de le pousser à renoncer. Et le pire, c'est que sa stratégie fonctionnait. « Réfléchissez, » conclut le comte de Montclair en se levant. « Nous repartons demain matin. J'espère que d'ici là, vous aurez pris la bonne décision. » Quand les invités furent partis, Louis resta seul dans le salon dévasté. Par la fenêtre, il aperçut Élise dans les jardins assise sur un banc, Bastien et Noé blottis contre elle. Même de loin, il devinait qu'elle pleurait. Geneviève posa une main compatissante sur son épaule. « Je sais que c'est douloureux, Louis, mais parfois, pour protéger ceux qu'on aime, il faut savoir les laisser partir. » Louis ferma les yeux. Pour la première fois depuis qu'il avait ramené Élise à Sandrières, il commençait à douter de son choix. Et dans ce doute, Geneviève de Rouzières plantait les graines de sa victoire. Cette nuit-là, Élise ne trouva pas le sommeil. Les humiliations de la soirée tournaient en boucle dans son esprit, chaque mot cruel résonnant comme un coup de fouet. Elle se leva silencieusement, veillant à ne pas réveiller ses fils, et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les jardins baignés de lune. Peut-être Geneviève et les autres nobles avaient-ils raison. Peut-être n'avait-elle rien à faire dans ce monde de luxe et de raffinement. Peut-être valait-il mieux partir avant que ses enfants ne soient définitivement marqués par cette expérience. Un bruit dans le couloir attira son attention. Des pas furtifs, presque silencieux. Intriguée, elle entr'ouvrit sa porte et aperçut une silhouette qui se dirigeait vers le bureau de Louis. Dans la pénombre, elle reconnut la démarche de Geneviève. Que faisait la duchesse dans les appartements privés du prince à une heure si tardive? Poussée par une intuition qu'elle ne s'expliquait pas, Élise quitta sa chambre et suivit discrètement Geneviève dans les couloirs sombres du château. La duchesse s'arrêta devant la porte du bureau, sortit une clé de sa poche et entra sans bruit. Élise attendit quelques minutes, puis s'approcha à son tour. Par l'entrebâillement de la porte, elle vit Geneviève fouiller méthodiquement dans les papiers de Louis à la lueur d'une chandelle. La duchesse examina plusieurs documents, en mit certains de côté, et finit par s'arrêter sur un dossier qui sembla l'intéresser particulièrement. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Geneviève souffla sa chandelle et se figea. Élise, paniquée, se glissa dans une alcôve tendue de tapisserie. Louis apparut au bout du corridor, une bougie à la main, visiblement préoccupé. « Geneviève » appela-t-il en remarquant de la lumière sous la porte de son bureau. « Que faites-vous ici ?» La duchesse ressortit du bureau avec un sourire gêné. « Louis, vous m'avez fait peur. Je cherchais un livre dans votre bibliothèque. Je n'arrivais pas à dormir après cette soirée éprouvante. À cette heure, et dans l'obscurité, ma chandelle s'est éteinte. Elle lui montra la bougie éteinte qu'elle tenait. « J'allais abandonner quand vous êtes arrivé. » Louis la dévisagea avec suspicion, mais n'insista pas. « Dans ce cas, permettez-moi de vous raccompagner à vos appartements. » Ils s'éloignèrent ensemble, laissant Élise seule dans l'alcôve. Elle attendit que leurs pas s'estompent complètement avant de se glisser dans le bureau. Sur la table, elle remarqua que plusieurs papiers étaient éparpillés, signe que Geneviève avait été interrompue dans ses recherches. Parmi les documents, un dossier ouvert attira son attention.
Il portait l'entête officielle du ministère des Finances. Élise ne savait pas lire couramment, mais elle reconnut certains mots. Décret, expulsion, terre. Et surtout, elle vit des listes de noms, de villages, de familles. Son sang se glaça quand elle reconnut Saint-Marcellin et d'autres villages des environs. Il y avait aussi le nom de Margot, la servante qui l'avait mise en garde. Élise était sur le point de refermer le dossier quand une signature attira son attention, celle de Louis, au bas d'un document qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer entièrement. Des pas précipités dans le couloir la firent sursauter. Elle referma le dossier et se dirigea vers la porte, mais il était trop tard. Louis apparut dans l'embrasure, visiblement surpris de la trouver là. « Élise, que faites-vous dans mon bureau ?» Elle chercha une excuse, rouge de confusion. « Je vous ai vu passer dans le couloir. Je voulais vous parler de ce qui s'est passé ce soir. » « À cette heure? Dans mon bureau ?» Je n'arrivais pas à dormir. Je voulais m'excuser pour l'embarras que ma présence vous cause. Louis s'approcha d'elle, remarquant son trouble. « Élise, avez-vous touché à mes papiers ?»« Non, mentit-elle un peu trop vivement. Je viens d'arriver. » Il la regarda longuement, puis se dirigea vers sa table de travail. Il examina les documents avec attention, fronçant les sourcils, en constatant le désordre. « Élise, dit-il enfin d'une voix grave, puis-je vous faire confiance ?» La question la prit au dépourvu. « Bien sûr, monseigneur. Pourquoi cette question ? Parce que quelqu'un fouille dans mes affaires, et que cette personne cherche quelque chose de précis. » Élise sentit son cœur s'emballer. Devait-elle lui parler de Geneviève? Mais comment expliquer qu'elle l'espionnait elle-même? « Monseigneur, dit-elle finalement, puis-je vous poser une question ?»« Laquelle ?» Ce document, elle désigna timidement le dossier qu'elle avait vu. « Je ne sais pas lire très bien, mais j'ai reconnu le nom de mon village. De quoi s'agit-il » Louis pâlit. Il avait espéré garder cette affaire secrète encore quelque temps. C'est complexe, Élise, une affaire administrative. Qui concerne Saint-Marcellin? Et d'autres villages? La perspicacité d'Élise le surprit. Il réalisa qu'il ne pourrait pas mentir plus longtemps. « Asseyez-vous, » soupira-t-il en désignant un fauteuil. « Je vais tout vous expliquer. » Il prit le dossier et l'ouvrit devant elle. Le roi souhaite construire une nouvelle route commerciale entre Paris et Lyon. Pour financer les travaux, il a décidé de récupérer certaines terres agricoles qui rapportent peu d'impôts. Récupérer, expulser les familles qui y vivent. Les terres seront vendues à des fermiers plus prospères qui paieront davantage. Élise sentit le monde s'écrouler autour d'elle. Combien de familles? Près de 300, dans 15 villages. Et vous avez signé ce décret? Louis détourna le regard. Pas encore. J'ai reçu le document il y a une semaine. Je dois donner ma réponse avant la fin du mois. Votre réponse? Élise se leva indignée. Il s'agit de chasser 300 familles de leur foyer. Où iront-elles? Comment survivront-elles? Élise, vous ne comprenez pas. Si je refuse, le roi trouvera un autre noble pour signer. Au moins, si c'est moi, je peux négocier de meilleures conditions pour ces gens. Quelles conditions? Une semaine de plus pour partir, un écu pour recommencer leur vie. La colère d'Élise était si pure, si juste, que Louis en fut ébranlé. Il voyait dans ses yeux la même détresse qu'il avait aperçue dans ceux des paysans qu'il croisait parfois sur ses terres, sans jamais vraiment les regarder. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il, soudain fragile. « Si je refuse, je perds ma position, mes revenus, ma protection. Et vous? Que deviendrez-vous, vous et vos enfants, si je tombe en disgrâce ?» Élise le regarda avec une tristesse infinie. « Vous me demandez de choisir entre le bonheur de mes fils et la survie de 300 familles? Je vous demande de comprendre que le monde n'est pas simple, que parfois on doit faire des choix impossibles. Comme votre intendant qui a choisi d'économiser sur le bois et a causé la mort de mon mari. » Le coup porta. Louis recula comme s'il avait été giflé. « Élise, ce n'est pas la même chose. »« Si, » répliqua-t-elle avec une détermination nouvelle, « c'est exactement la même chose. Des hommes puissants qui décident que des vies valent moins que leur confort. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Monseigneur, vous m'avez sauvé de la misère, mais vous vous apprêtez à y plonger 300 autres familles. Comment puis-je accepter un bonheur bâti sur tant de malheurs ?» Sur ces mots, elle sortit, laissant Louis seul avec ses remords et ses documents.
Pour la première fois depuis des années, le prince de Belloué contemplait le vrai visage de sa noblesse, celui du pouvoir qui broie les faibles au nom de la raison d'État. Et dans son cœur, une fissure venait de s'ouvrir qui ne se refermerait jamais plus. Le lendemain matin, Geneviève de Rouzières savourait son chocolat dans le petit salon, un sourire satisfait aux lèvres. Margot, qui servait en tremblant, remarqua l'humeur particulièrement joyeuse de la duchesse. « Margot, ma chère enfant, » ronronna Geneviève, « dites-moi, comment va notre chère Élise ce matin ?»« Elle semble préoccupée, madame la duchesse. Elle n'a presque rien mangé au petit déjeuner. » « Préoccupée ?» Geneviève leva un sourcil innocent. « Pour quelle raison ?» Margot hésita. La veille au soir, elle avait croisé Élise dans les couloirs, les yeux rougis, visiblement bouleversée. Mais elle n'osait pas rapporter ces détails à la duchesse. « Je l'ignore, madame. Voyez-vous cela ?» Geneviève sirota délicatement son chocolat. Peut-être a-t-elle enfin réalisé l'inconvenance de sa situation. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les jardins. Élise s'y trouvait, assise sur le même banc que la veille, regardant ses fils jouer près de la fontaine. Mais son attitude avait changé. Là où Geneviève s'attendait à voir de la soumission, elle percevait une détermination nouvelle qui l'inquiétait. « Margot, dit-elle soudain, vous qui connaissez les domestiques, avez-vous entendu parler de rumeurs concernant Monseigneur le Prince ?»« Quelle rumeur, madame ?»« Oh, rien de précis, mais les gens parlent tant. Ils pourraient dire, par exemple, que Monseigneur néglige ses devoirs pour s'occuper d'une roturière, ou qu'il compromet sa réputation par générosité mal placée. » Margot comprit parfaitement le message. La duchesse voulait qu'elle répande ses insinuations parmi les serviteurs. « Je ne sais rien de tel, madame la duchesse, et je ne répète jamais les ragots. » Le ton ferme de Margot surprit Geneviève. Cette petite servante avait-elle l'audace de lui résister ? « Bien sûr, murmura-t-elle avec un sourire glacé. « Vous êtes une fille loyale. J'espère que cette loyauté sera récompensée. » Après le départ de Margot, Geneviève s'installa à son secrétaire et entreprit de rédiger plusieurs lettres. La première était destinée au comte de Montclair. « Mon cher comte, comme convenu, je vous tiens informé de l'évolution de la situation à Sandrières. Notre cher Louis semble plus entêté que prévu. Il faudra peut-être envisager des mesures plus persuasives. Votre influence auprès de Colbert pourrait s'avérer précieuse. » La deuxième lettre était plus subtile, adressée à une ancienne amie de couvent devenue abbesse. « Ma chère sœur Marie-Thérèse, j'ai grand besoin de vos conseils. Une situation délicate s'est présentée. Une jeune veuve avec 2 enfants se trouve dans une position compromettante. Ne pourriez-vous pas l'accueillir dans votre établissement ? Elle y trouverait la paix de l'âme et ses enfants une éducation chrétienne. J'y mettrai naturellement du mien pour les frais de pension. » Mais c'est la troisième lettre qui révélait la véritable perversité de ses intentions. Elle était destinée à l'intendant royal Augustin de Morvilliers, celui-là même qui avait causé la mort du mari d'Élise. « Monsieur l'intendant, certaines informations sont parvenues à mes oreilles concernant une certaine Élise Marceau, veuve de Charpentier. Cette femme, actuellement hébergée au château de Sandrières, prétend que son défunt époux serait mort dans un accident dont vous seriez responsable. Je pense qu'il serait sage de clarifier cette affaire avant qu'elle ne prenne des proportions fâcheuses. Une rencontre s'impose. » Geneviève scella les 3 lettres avec satisfaction. Chacune ouvrait une voie différente pour résoudre le problème Élise. Soit la pression de la cour forcerait Louis à l'abandonner, soit elle accepterait de disparaître au couvent, soit elle serait discréditée par Morvilliers. Dans tous les cas, Sandrières redeviendrait ce qu'il avait toujours été, le domaine de Geneviève de Rouzières. Pendant ce temps, dans les jardins, Élise observait ses fils avec un mélange d'amour et de désespoir. Bastien avait trouvé un livre de contes dans la bibliothèque et tentait d'en déchiffrer les mots pour son petit frère. Noé l'écoutait religieusement, les yeux brillants d'émerveillement. Comment pourrait-elle les priver de cette chance ? Comment leur expliquer qu'il fallait renoncer à tout cela pour sauver des familles qu'ils ne connaissaient même pas ? Madame Marceau, elle se retourna. Un homme d'une 50aine d'années, élégamment vêtu mais à l'allure inquiétante, s'approchait d'elle.
Il avait un visage buriné, des yeux perçants et une expression qui ne présageait rien de bon. « Je suis Augustin de Morvilliers, intendant de Sa Majesté. J'aimerais m'entretenir avec vous. » Le nom frappa Élise comme un coup de massue, l'homme qui avait tué son mari. Elle se leva d'instinct, instinctivement protectrice envers ses enfants. « Que me voulez-vous ? Simplement clarifier certains malentendus. » Il s'assit sur le banc sans y être invité. « J'ai cru comprendre que vous répandiez des calomnies à mon sujet. » « Des calomnies ?» La colère enflamma le regard d'Élise. « Mon mari est mort à cause de votre négligence. Votre mari est mort dans un accident tragique, madame. Un accident dû à sa propre incompétence. J'ai les rapports officiels qui le prouvent. Vous mentez. Il vous avait dit que le bois n'était pas assez solide. » Morvilliers sortit un document de sa poche. « Voici le rapport de l'enquête officielle. Votre époux y est clairement désigné comme responsable. Il a mal calculé les charges, utilisé des techniques défaillantes. Sa mort, bien que regrettable, n'engage que lui. » Élise arracha le papier des mains de l'intendant. Même si elle ne savait pas lire couramment, elle reconnut la signature de son mari au bas du document. Mais quelque chose clochait dans l'écriture, dans la formulation. « Ce document est faux !» s'écria-t-elle. « Mon mari n'écrivait pas ainsi. »« Attention, madame !» dit Morvilliers d'une voix menaçante. « Accuser un officier royal de faux est un crime grave, très grave, surtout pour une femme dans votre position délicate. » « Ma position, celle d'une roturière qui vit au crochet d'un prince. Les langues vont bon train, madame Marceau. On dit que vous avez utilisé vos charmes pour vous installer ici, que vos enfants ne sont peut-être pas du charpentier, que vous menez grand train grâce à certains arrangements. » Élise pâlit. « Comment osez-vous ? » ?»« Je n'ose rien, madame. Je ne fais que répéter ce qui se murmure. Mais si ces murmures venaient à prendre de l'ampleur, si par exemple quelqu'un se mettait en tête de les propager, votre situation pourrait devenir très inconfortable. » Il se leva, épousseta sa veste avec ostentation. « Heureusement, je suis un homme compréhensif. Si vous acceptiez de modérer vos accusations, de reconnaître que la mort de votre époux n'engage que lui, ces rumeurs pourraient ne jamais dépasser l'enceinte de quelques salons parisiens. Et si je refuse ? Dans ce cas, » Morvilliers sourit cruellement, « j'aurai le regret de devoir porter ces rumeurs à la connaissance de Sa Majesté. Un roi qui, comme vous le savez sans doute, n'apprécie guère les scandales impliquant sa noblesse. » Il s'éloigna en sifflotant, laissant Élise anéantie sur son banc. Bastien et Noé accouraient vers elle, inquiets de son expression. « Maman, qui était ce monsieur ? » « Personne, mes chéris, » murmura-t-elle en les serrant contre elle. « De personne d'important. » Mais dans son cœur, elle savait que ce personne venait de refermer un piège dont elle ne voyait pas comment s'échapper. Entre le chantage de Morvilliers et le dilemme moral du décret, l'étau se resserrait inexorablement autour d'elle. Et quelque part dans le château, Geneviève de Rouzières contemplait la scène par la fenêtre, savourant déjà sa victoire prochaine. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas. Assise près de la fenêtre de sa chambre, elle veillait sur ses fils endormis, tout en réfléchissant à l'impossible choix qui s'offrait à elle. Les menaces de Morvilliers résonnaient encore dans sa tête, mêlées aux révélations sur le décret d'expulsion. Comment une simple veuve de charpentier pouvait-elle lutter contre tant de puissance et de malveillance ? Au petit matin, Margot frappa doucement à sa porte. La jeune servante entra, avec un plateau de petit déjeuner, mais son visage trahissait une inquiétude inhabituelle. « Madame Marceau, » chuchota-t-elle en refermant la porte, « il faut que je vous parle. » Élise remarqua les mains tremblantes de Margot. « Qu'y a-t-il, mon enfant ? Hier soir, j'ai entendu Madame la Duchesse parler avec le majordome. Elle a dit des choses terribles sur vous, et elle a écrit des lettres, beaucoup de lettres. »« Quelles lettres ?» Margot hésita, puis sortit de sa poche un papier froissé. « J'ai récupéré l'un des brouillons qu'elle avait jetés. Elle préparait quelque chose contre vous. » Élise déplia le papier. C'était effectivement un brouillon de la lettre à l'abbesse, raturé et corrigé de la main de Geneviève. Même avec sa lecture limitée, Élise comprit l'essentiel. On voulait l'envoyer au couvent avec ses enfants. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Elle veut nous enfermer. Ce n'est pas tout.
continua Margot d'une voix tremblante. Elle a également écrit à l'intendant Morvilliers. Je l'ai vu arriver hier, et j'ai pensé que vous deviez savoir. Ainsi, la duchesse était derrière la visite de Morvilliers. Élise sentit une colère sourde monter en elle. Cette femme orchestrait sa destruction avec un art consommé de la manipulation. « Margot, pourquoi me dites-vous tout cela? Vous risquez gros si Madame de Rouzières l'apprend. » La jeune servante releva la tête avec une détermination surprenante. « Parce que vous ne méritez pas ce qu'on vous fait subir, et parce que moi aussi je viens de Saint-Marcellin. Ma famille sera chassée par ce décret. » Élise sursauta. « Votre famille? Mes parents tiennent une petite ferme près de l'église. 3 hectares de terre pauvre, mais c'est tout ce qu'ils ont. Si le décret passe, ils perdront tout, comme tant d'autres. » Les 2 femmes se regardèrent, unies soudain par une compréhension mutuelle. Élise prit les mains de Margot dans les siennes. « Nous devons agir, » déclara-t-elle avec une résolution nouvelle. « Je ne peux pas accepter que mon bonheur se construise sur le malheur de 300 familles. Mais que pouvons-nous faire? Nous ne sommes que des femmes sans pouvoir. » Élise réfléchit intensément. Puis une idée germa dans son esprit. Une idée audacieuse, dangereuse, mais qui offrait peut-être une chance. « Margot, connaissez-vous les autres familles concernées par le décret? »« Quelques-unes, oui. Pourquoi? Et si nous les prévenions? Si nous leur donnions le temps de s'organiser, de faire appel, de protester ?» Margot écarquilla les yeux. « Vous voulez dire désobéir à un décret royal? Je veux dire donner une chance à des innocents de se défendre. » Élise se leva, arpentant la pièce avec agitation. Le décret n'est pas encore signé. Louis hésite encore. Si les familles se mobilisent, si elles font entendre leur voix, peut-être pourra-t-il résister à la pression. Et si nous sommes découvertes, alors nous subirons les conséquences. Mais au moins, nous aurons essayé. Dans ses yeux brillait une flamme que Margot n'avait jamais vue chez une femme de condition modeste. C'était la flamme de la révolte, de la justice, du refus de l'injustice. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle. « Retournez à Saint-Marcellin, discrètement. Prévenez votre famille et les autres. Dites-leur de se rendre au bourg voisin, à l'auberge du Sanglier Blanc. J'y serai demain soir. »« Vous? Mais comment sortirez-vous du château ? » ?»« Je trouverai un moyen. » Margot acquiesça, impressionnée par la détermination d'Élise. « Et vos enfants? Ils resteront ici, en sécurité. » La voix d'Élise se brisa légèrement. « Quoi qu'il arrive, ils ne doivent pas souffrir de mes choix. » Après le départ de Margot, Élise resta seule avec ses pensées. Elle savait qu'elle prenait un risque énorme. Si Geneviève découvrait son plan, si Morvilliers la dénonçait, si Louis l'apprenait, elle perdrait tout. La protection du prince, la sécurité de ses enfants, peut-être même sa liberté. Mais comment pourrait-elle vivre avec elle-même en sachant qu'elle avait laissé faire une telle injustice? Dans l'après-midi, elle se rendit aux écuries sous prétexte de montrer les chevaux à ses fils. Bastien et Noé étaient émerveillés par ces magnifiques bêtes qu'ils n'avaient jamais vues de si près. Pendant qu'ils caressaient un poulain docile, Élise engagea la conversation avec Thomas, le palefrenier. « Votre jument grise semble bien vive, » remarqua-t-elle innocemment. « Belle de nuit, c'est la meilleure monture du domaine, après celle de Monseigneur, rapide comme l'éclair et sûre de pied. Accepteriez-vous de me l'apprendre à monter? J'aimerais pouvoir accompagner mes enfants lors de promenades. » Thomas, séduit par la gentillesse d'Élise et habitué à obéir aux demandes des résidents du château, accepta volontiers. « Avec plaisir, Madame Marceau. Nous commencerons demain matin, si vous voulez. » Parfait. Élise avait trouvé son moyen de s'échapper. Le soir venu, elle borda ses fils avec un cœur lourd. Bastien, toujours perspicace, remarqua son trouble. « Maman, tu as l'air triste. C'est à cause de ce monsieur désagréable d'hier ?» Élise caressa tendrement les cheveux de son fils. « Un peu, mon chéri. Mais ne t'inquiète pas. Maman va arranger les choses. Tu ne vas pas nous quitter ?» demanda Noé d'une petite voix inquiète. « Jamais, mon cœur. Jamais je ne vous quitterai. Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble. » Mais en prononçant ces mots, elle priait pour avoir la force de les tenir. Cette nuit-là, dans son lit somptueux du château de Sandrières, Élise Marceau, veuve de charpentier devenue protégée d'un prince, préparait mentalement sa première vraie rébellion. Demain, elle cesserait d'être une victime pour devenir une combattante.
car parfois, quand l'injustice devient trop criante, il ne reste plus qu'à choisir son camp. Et Élise venait de choisir le sien, celui des opprimés, celui des oubliés, celui de tous ceux que les puissants considéraient comme quantité négligeable. Le lendemain marquerait le début de sa vraie guerre contre Geneviève de Rouzières et tout ce qu'elle représentait. Une guerre qu'elle était décidée à mener jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix. Le lendemain soir, l'auberge du Sanglier Blanc baignait dans une atmosphère lourde d'inquiétude et d'espoir mêlés. Élise était parvenue à s'échapper du château grâce à sa leçon d'équitation prolongée, prétextant une promenade solitaire pour réfléchir. Belle de Nuit l'avait menée à travers les chemins forestiers jusqu'à ce petit bourg où l'attendait une assemblée qui allait changer le cours de son destin. Dans la salle commune enfumée, une trentaine de paysans s'étaient rassemblés en secret. Hommes aux mains calleuses, femmes au visage buriné par le labeur, quelques enfants plus âgés qui travaillaient déjà au champ, tous unis par la même angoisse, perdre leur terre, leur maison, leur survie. Margot se leva quand Élise entra, et un silence respectueux s'abattit sur l'assemblée. Ces gens la connaissaient de réputation, la veuve Marceau qui vivait désormais au château, mais ils ignoraient encore pourquoi elle avait organisé cette rencontre. « Mes amis, » commença Élise d'une voix tremblante d'émotion, « je vous ai fait venir parce que nous partageons tous le même danger. Un décret royal va bientôt être signé. Un décret qui va vous chasser de vos terres pour construire une route. » Des murmures indignés parcoururent l'assistance. Pierre Dubois, un fermier de 50 ans au regard dur, se leva. « Comment le savez-vous, Madame Marceau? Et pourquoi nous aider alors que vous vivez dans le luxe au château ?» La question était directe, presque hostile. Élise comprit qu'elle devait convaincre ces gens de sa sincérité. « Parce que j'ai vu le document de mes propres yeux, et parce que votre sort pourrait être le mien demain. » Elle marqua une pause, puis ajouta avec force. « Et surtout parce que mon mari est mort à cause de l'indifférence des puissants. Je ne peux pas laisser d'autres familles subir le même sort. » Une femme aux cheveux gris, Marie Leclerc, prit la parole. « Que proposez-vous? Nous ne pouvons pas nous opposer au roi. Non, mais nous pouvons faire entendre notre voix avant qu'il soit trop tard. Le décret n'est pas encore signé. Le prince Louis de Bellois hésite encore. Si nous nous mobilisons, si nous montrons que nous existons, que nous avons des visages, des histoires, peut-être pourrons-nous le faire changer d'avis. » Jacques Moreau, un jeune père de famille, se leva avec véhémence. « Des paroles, vous nous proposez des paroles contre la volonté royale. Je vous propose de vous battre plutôt que de subir, » répliqua Élise avec une passion qui surprit l'assemblée. « Croyez-vous que les puissants nous respecteront si nous nous couchons sans résister ?» Un vieil homme au fond de la salle leva péniblement la main. C'était Henri Bouchard, respecté de tous pour sa sagesse et son expérience. « Madame Marceau, » dit-il d'une voix chevrotante, « j'ai 70 ans. J'ai vu passer bien des décrets, bien des injustices. La plupart du temps, nous plions l'échine et nous survivons. Mais parfois, il faut savoir dire non. » Il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. « Cette terre, mes parents l'ont défrichée. Mon père y est mort, ma mère y est enterrée. Mes enfants y ont grandi. Si on doit me chasser, au moins qu'on sache que je n'étais pas un fantôme. » Ces paroles eurent un effet électrisant sur l'assistance. D'autres voix s'élevèrent, témoignant d'histoires similaires, de racines profondément ancrées dans ces terres que l'administration royale considérait comme de simples numéros sur une carte. Margot prit alors la parole. « Madame Marceau risque gros en nous aidant. Si le prince la prend, si la duchesse la dénonce, elle perdra tout. Ses enfants, sa protection, peut-être même sa liberté. Elle fait cela pour nous, pas pour elle. » Pierre Dubois, touché par cet argument, hocha la tête. « Que proposez-vous concrètement ?» Élise avait préparé sa réponse. « D'abord, documenter nos histoires. Rédiger une pétition qui montre au prince que vous n'êtes pas des chiffres, mais des êtres humains, avec des familles, des métiers, des vies qui comptent. Ensuite, organiser une délégation pour aller le rencontrer. Il nous recevra ?» demanda Marie Leclerc avec scepticisme. « S'il refuse, nous nous présenterons aux grilles de Cendrières. Tous. Avec nos enfants, nos outils, nos quelques biens,
Nous montrerons à tous ce que représente vraiment ce décret. La misère de centaines d'innocents. Jacques Moreau secoua la tête. C'est de la folie. Ils enverront les gardes. Peut-être, admit Élise. Mais ils ne pourront pas ignorer notre existence. Et d'autres verront. D'autres témoigneront. Parfois, la vérité finit par percer les murs du silence. Un silence pensif s'installa. Ces paysans, habitués à subir les décisions venues d'en haut, découvraient l'idée révolutionnaire qu'ils pouvaient peut-être influencer leur destin. Henri Bouchard frappa le sol de sa canne. « J'ai vécu assez longtemps pour savoir qu'on ne regrette jamais de s'être battu pour la justice, même si on perd. Je vous suis, Madame Marceau. » Un à un, les autres acquiescèrent. Certains avec enthousiasme, d'autres avec résignation, mais tous avec la conscience qu'ils franchissaient un cap historique dans leur vie de labeur et de soumission. « Bien, » déclara Élise, le cœur battant. « Margot va collecter vos témoignages cette semaine. Moi, je vais essayer de retarder la signature du décret en parlant au prince. Dans 8 jours, nous nous retrouverons tous devant le château. »« Et si cela ne marche pas ?» demanda Marie Leclerc. « Alors, au moins, nous aurons essayé. Et nos enfants sauront que leurs parents ne se sont pas laissés écraser sans combattre. » Quand la réunion se dispersa, Élise resta quelques instants seule avec Margot. La jeune servante la regardait avec une admiration mêlée d'inquiétude. « Madame, êtes-vous sûre de ce que vous faites ?»« Non, » avoua Élise. « Je n'ai jamais été aussi incertaine de ma vie, mais je sais que je ne peux pas rester passive. »« Et vos enfants ?» Élise ferma les yeux, imaginant Bastien et Noé endormis dans leur lit douillet du château. Ils grandiront en sachant que leur mère s'est battue pour la justice, même si cela nous coûte notre confort. Elle remonta sur Belle de Nuit et reprit le chemin de Cendrières sous un ciel étoilé. Le vent nocturne portait les parfums de la campagne, cette terre que tant de familles allaient perdre si rien ne changeait. En arrivant aux écuries, elle croisa Thomas qui l'attendait avec inquiétude. « Madame Marceau, vous m'avez fait peur, votre promenade a duré bien longtemps. Je me suis perdue dans mes pensées, » mentit-elle, en caressant l'encolure de la jument. « Merci pour la leçon, Thomas. Belle de Nuit est une compagne merveilleuse. » Mais en regagnant ses appartements, Élise découvrit une silhouette qui l'attendait dans l'obscurité du couloir. Son sang se glaça quand elle reconnut la duchesse de Rouzières, un sourire glacé aux lèvres. « Bonsoir, chère Élise, » susurra Geneviève. « J'espère que votre promenade a été instructive ?» Élise sentit un piège se refermer sur elle. Geneviève savait-elle quelque chose? Avait-elle été suivie? « Bonsoir, madame la duchesse, j'avais besoin de prendre l'air. » Bien sûr, l'air de la campagne est si rafraîchissant. Surtout celui du sanglier blanc, n'est-ce pas? Le cœur d'Élise s'arrêta. Geneviève savait tout. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Allons, ma chère, nous sommes entre femmes. » Geneviève s'approcha tel un félin prêt à bondir. « Vos petites activités ont été rapportées. Organiser une rébellion de paysans? Vraiment, Élise, vous me décevez. Ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des familles qui vont perdre leurs terres. Des familles qui vont apprendre à obéir aux décisions royales. Comme tout le monde. » Le ton de Geneviève se durcit. « Vous avez 24 heures pour renoncer à cette folie. Sinon, je révèle tout à Louis. Et croyez-moi, sa générosité a des limites, surtout quand elle est trahie. » Sur ces mots, elle s'éloigna dans un froufrou de soie, laissant Élise seule avec la certitude que la bataille venait de commencer, et que cette fois, elle risquait de tout perdre. Le lendemain matin, Élise n'eut pas à attendre longtemps pour mesurer les conséquences de l'ultimatum de Geneviève. Dès l'aube, Honoré frappa à sa porte avec une expression grave qui ne présageait rien de bon. « Madame Marceau, » dit-il d'un ton compassé, « Monseigneur le prince souhaite vous voir immédiatement dans son bureau. » Élise sentit son estomac se nouer. Le moment était venu. Geneviève avait-elle déjà tout révélé à Louis? Elle embrassa tendrement ses fils, encore endormis, et suivit le majordome dans les couloirs silencieux du château. Louis l'attendait debout près de la fenêtre, le dos tourné, contemplant les jardins où s'activaient déjà les jardiniers matinaux. Sur son bureau étaient étalés plusieurs documents, dont Élise reconnut avec effroi le dossier sur le décret d'expulsion. « Asseyez-vous, Élise, » dit-il sans se retourner. Sa voix était différente, plus froide, plus distante.
Élise prit place sur la chaise, face au bureau, les mains crispées sur ses genoux. On m'a rapporté, continua Louis en se retournant enfin, que vous aviez organisé hier soir une assemblée secrète avec des paysans de la région. Est-ce exact? Élise releva le menton. Pas question de mentir maintenant. Oui, monseigneur. Ah, dans le but de les inciter à se rebeller contre un décret royal, dans le but de leur donner une chance de faire entendre leur voix avant d'être chassés de leur terre. Louis la dévisagea longuement. Dans ses yeux, elle lut de la déception, de la colère, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Savez-vous ce que vous risquez? Organiser une sédition est un crime de lèse-majesté. Je pourrais vous faire arrêter sur le champ. Je le sais. Et vous l'avez fait quand même? Parce que c'était juste. Élise se leva, incapable de rester assise plus longtemps. Monseigneur, vous m'avez sauvé de la misère. Vous m'avez offert une chance de recommencer. Comment aurais-je pu accepter cette générosité en sachant que 300 autres familles allaient être plongées dans la détresse? En vous taisant, en me faisant confiance. Louis frappa du poing sur son bureau. Vous croyez que je prends ces décisions de gaieté de cœur, que je ne mesure pas les conséquences. Alors pourquoi le faire? Parce que si je refuse, un autre signera à ma place, un homme moins scrupuleux qui n'offrira aucune compensation aux expulsés. Au moins, en acceptant, je peux négocier des conditions décentes. Élise secoua la tête avec véhémence. Des conditions décentes pour perdre sa maison? Monseigneur, écoutez-vous ce que vous dites? J'écoute ce que me dicte la raison. Louis se dirigea vers elle, le visage tendu. Vous vivez dans un monde de rêves, Élise. Vous croyez qu'on peut changer l'ordre des choses avec de belles paroles et de bons sentiments. Je crois qu'on peut essayer. Elle lui fit face sans reculer. Mon mari est mort parce que des hommes comme vous ont choisi la facilité plutôt que la justice. Le coup porta. Louis pâlit et recula d'un pas. Comment osez-vous? Comment osez-vous me reprocher de défendre des innocents alors que vous vous préparez à les sacrifier? Les larmes coulaient maintenant sur les joues d'Élise, mais sa voix restait ferme. Vous m'avez dit un jour que je vous avais ouvert les yeux. Alors regardez vraiment ce que signifie ce décret. Elle saisit l'un des documents sur le bureau et le brandit devant lui. Marie Leclerc, veuve, 3 enfants, ferme de 2 hectares. Pierre Dubois, marié, 5 enfants, métayer depuis 20 ans. Henri Bouchard, 70 ans, né sur sa terre, parents enterrés dans le champ derrière sa maison. Ce ne sont pas des chiffres, monseigneur, ce sont des vies humaines. Louis la regardait avec une expression indéchiffrable. Vous les connaissez? Je les ai rencontrés, j'ai vu leurs visages, j'ai entendu leurs histoires. Elle reposa le document avec douceur. Et j'ai vu leur peur, la même peur que j'ai eue quand mon mari est mort et que je me suis retrouvée seule avec mes enfants. Un long silence s'installa. Louis retourna vers la fenêtre, le regard perdu dans le vague. Que voulez-vous que je fasse, Élise? Sa voix était maintenant lasse, presque suppliante. Et que je défie le roi, que je renonce à ma position, à mes revenus, à ma protection. Et vous, que deviendrez-vous quand je ne serai plus là pour vous protéger? Nous nous débrouillerons. Vous, une femme seule avec 2 enfants, contre Morvilliers, contre Geneviève, contre tous ceux qui ne demandent qu'à vous détruire? Élise s'approcha de lui, posant doucement une main sur son bras. Monseigneur, Louis, sa voix se fit plus tendre. Vous m'avez dit un jour que vous vouliez racheter les fautes de vos semblables. C'est le moment. En me détruisant, en vous révélant. Elle le força à la regarder. Le Louis qui m'a sauvé de la rivière, qui a risqué sa vie pour une inconnue, que devient-il? Louis ferma les yeux. Il grandit, Élise. Il apprend que le monde n'est pas simple. Où il cède à la facilité. Ces mots restèrent suspendus entre eux comme une sentence. Louis se dégagea et retourna s'asseoir derrière son bureau. « Même si je voulais vous aider, dit-il enfin, il est trop tard. Le décret doit être signé avant la fin de la semaine. Les ordres viennent directement de Versailles. Recevez-les. » Élise s'était assise, le regard déterminé. « Recevez les familles menacées. Écoutez-les. Regardez-les dans les yeux avant de signer leur condamnation. Élise, s'il vous reste un peu de l'homme qui m'a sauvé, accordez-leur au moins cela. Le droit d'être vus et entendus avant d'être oubliés.
Louis la dévisagea longuement. Dans ce visage de femme du peuple, il voyait une noblesse d'âme qui faisait défaut à tant de courtisans qu'il côtoyait, une pureté d'intention qui le renvoyait à ses propres compromissions. « D'accord, dit-il finalement, je les recevrai, demain après-midi, mais je ne promets rien d'autre. » Élise ferma les yeux de soulagement. « Merci. Ne me remerciez pas encore. » Et Élise... Il se leva, reprenant son masque d'autorité. « Plus d'assemblée secrète. Plus de complot. Si vous recommencez, je ne pourrai plus vous protéger. Je comprends. » Mais en sortant du bureau, Élise savait qu'elle venait de remporter une première victoire. Petite, fragile, mais réelle. Demain, les familles menacées auraient une chance de plaider leur cause. Et parfois, il suffisait d'une chance pour changer le cours du destin. Dans le couloir, elle croisa Geneviève qui l'attendait, un sourire triomphant aux lèvres. « Alors, chère Élise, cette conversation a-t-elle été instructive ?»« Très. » Élise la regarda droit dans les yeux. « Monseigneur va recevoir les familles menacées demain. » Le sourire de Geneviève vacilla. « Vraiment ? Vraiment. Il semblerait que votre influence ait ses limites, Madame la Duchesse. » Et sur ces mots, Élise s'éloigna, laissant Geneviève figée de surprise et de rage. La guerre était loin d'être finie, mais la première bataille venait d'être remportée par l'ancienne veuve de Saint-Marcellin. Dans son bureau, Louis contemplait le décret non signé. Pour la première fois depuis longtemps, il se demandait qui il était vraiment. Un prince de France soucieux de sa position ou l'homme qui avait un jour risqué sa vie pour sauver des inconnus. Demain, il aurait sa réponse. L'après-midi suivant, le grand salon de Sandrières résonnait d'un silence inhabituel. Louis avait fait disposer des chaises en demi-cercle face à son fauteuil, créant une atmosphère moins formelle que d'ordinaire. Geneviève, qu'il avait volontairement écartée de cette rencontre, fulminait dans ses appartements, mais il avait tenu bon. Élise se tenait discrètement dans un coin, le cœur battant. Elle avait passé la matinée avec Margot à préparer les familles, leur expliquant comment s'adresser au prince, quoi dire, comment se tenir. Mais maintenant que le moment était venu, elle mesurait l'ampleur du défi. Un à un, les paysans entrèrent dans le salon somptueux. Henri Bouchard, appuyé sur sa canne, ouvrait la marche avec la dignité de ses 70 ans. Suivaient Pierre Dubois et sa femme Catherine, Marie Leclerc tenant la main de sa plus jeune fille, Jacques Moreau, accompagné de ses 3 fils, et une dizaine d'autres familles. Leurs vêtements du dimanche, soigneusement brossés pour l'occasion, contrastaient avec le luxe environnant. Louis les observait entrer, et pour la première fois, il voyait vraiment ceux qu'il s'apprêtait à condamner. Ces visages burinés par le travail, ces mains calleuses qui avaient façonné la terre, ces enfants aux yeux grands ouverts sur un monde qu'ils découvraient. « Asseyez-vous, je vous prie », dit-il d'une voix moins assurée qu'à l'accoutumée. Les paysans prirent place avec précaution, impressionnés par l'apparat qui les entourait. Certains enfants chuchotaient en désignant les dorures du plafond ou les portraits ancestraux qui semblaient les observer. Henri Bouchard se leva le premier, s'appuyant lourdement sur sa canne. « Monseigneur, commença-t-il d'une voix tremblante mais claire, nous vous remercions de nous recevoir. Nous savons que ce n'est pas dans l'ordre habituel des choses qu'un prince écoute de simples paysans. » Louis hocha la tête, troublé par la simplicité et la dignité de ses paroles. « Monseigneur, continua le vieil homme, j'ai 70 ans, j'ai vu naître mes enfants sur ma terre, j'y ai enterré ma femme. Cette terre, elle est dans mon sang depuis 3 générations. Mon grand-père l'a défrichée quand c'était encore une forêt. Mon père y a planté le premier pommier, qui donne encore des fruits aujourd'hui. » Sa voix se brisa légèrement. « Si vous nous chassez, monseigneur, où irons-nous? À mon âge, comment recommencer ?» Pierre Dubois se leva à son tour. « Monseigneur, je travaille cette terre depuis 20 ans. J'y ai investi toutes mes économies, toute ma force. Mes enfants y ont grandi, ils connaissent chaque arbre, chaque pierre. Cette ferme, c'est leur héritage, le seul que je puisse leur laisser. » Il désigna ses fils, âgés de 12 à 18 ans. L'aîné allait reprendre l'exploitation l'année prochaine. Nous avions tout prévu, tout organisé. Et maintenant, Marie Leclerc prit la parole, sa petite fille blottie contre elle. « Monseigneur, je suis veuve comme Madame Marceau.
Mon mari est mort l'hiver dernier d'une fièvre. J'élève seul mes 3 enfants grâce aux légumes de mon potager et aux œufs de mes poules. Si je perds ma maison, nous n'aurons plus rien. Mes enfants devront mendier. » L'émotion était palpable dans le salon. Louis voyait des larmes couler sur ces visages fiers qui luttaient pour garder leur dignité. Il sentait son cœur se serrer à chaque témoignage. Jacques Moreau, le plus jeune des fermiers, s'avança avec détermination. « Monseigneur, nous ne demandons pas la charité. Nous demandons le droit de continuer à travailler. Nous payons nos impôts, nous respectons les lois. Nous ne comprenons pas pourquoi on nous punit. » « Ce n'est pas une punition, » intervint Louis d'une voix mal assurée. « C'est une nécessité. Cette route apportera la prospérité à la région. » « À qui, monseigneur ?» Pierre Dubois le regardait droit dans les yeux. « Aux marchands qui passeront sans s'arrêter? Aux nobles qui voyageront plus vite? Nous ne verrons jamais cette prospérité. Nous serons partis. » Un silence lourd s'installa. Louis regardait ces hommes et ces femmes qui lui faisaient face avec courage, et il se sentait diminué. Où était sa noblesse face à leur dignité? Où était sa grandeur face à leur simple humanité? Henri Bouchard reprit la parole, s'adressant directement au prince. « Monseigneur, vous êtes jeune. Vous avez devant vous de longues années pour servir le roi et la France. Nous vous demandons de commencer par nous, par de simples paysans qui ne demandent qu'à vivre en paix sur leurs terres. Que proposez-vous » demanda Louis, surpris par sa propre question. « Trouvez un autre tracé pour la route » suggéra Jacques Moreau. « Il y a des terres en friche plus au nord. Elles appartiennent à de riches propriétaires qui ne s'en servent pas. Ces terres coûteraient bien plus cher à acquérir, » objecta Louis. « Parce que nos vies valent moins que l'argent de quelques nobles ?» La question de Marie Leclerc claqua comme un fouet. Louis se leva, troublé. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant sans voir les jardins parfaitement entretenus de cendrières. Derrière lui, les paysans attendaient en silence, conscients que leur sort se jouait dans les pensées de cet homme qu'ils ne connaissaient pas, mais dont dépendait leur avenir. « Monseigneur » dit soudain une petite voix. Louis se retourna. C'était la fille de Marie Leclerc, une fillette d'une dizaine d'années aux cheveux blonds tressés. « Oui, mon enfant. Pourquoi les gens puissants ont-ils le droit de faire du mal aux gens faibles ?» La question posée avec l'innocence de l'enfance frappa Louis comme un coup de poing. Dans ces mots simples se résumait toute l'injustice du système qu'il s'apprêtait à cautionner. Il s'agenouilla devant la fillette, se mettant à sa hauteur. « Comment t'appelles-tu »« Jeanne, monseigneur. »« Eh bien, Jeanne, c'est une très bonne question. Et tu sais quoi? Je ne connais pas la réponse. » Il se releva, regardant tour à tour tous ces visages tournés vers lui avec espoir. Pour la première fois de sa vie, Louis de Bellois comprenait ce que signifiait vraiment le pouvoir. Non pas le droit de commander, mais la responsabilité de protéger. « Je vais étudier vos propositions, » déclara-t-il finalement. « Je ne vous promets rien, mais je vais essayer de trouver une solution. »« Combien de temps avons-nous » demanda Henri Bouchard. « Le décret doit être signé dans 3 jours. » « 3 jours pour sauver nos vies, » murmura Marie Leclerc. Les familles se levèrent pour partir, remerciant le prince avec une dignité qui l'émut profondément. En sortant, Henri Bouchard s'arrêta devant Louis. « Monseigneur, vous nous avez écoutés. C'est déjà plus que ce que nous espérions. Quel que soit votre choix, nous nous souviendrons que vous nous avez vus. » Quand ils furent tous partis, Louis resta seul dans le salon avec Élise. Elle s'approcha de lui, voyant son trouble. « Vous avez bien fait de les recevoir, » dit-elle doucement. « Ai-je bien fait ?» Louis se laissa tomber dans son fauteuil. « Je leur ai donné de l'espoir, et si je ne peux rien faire pour eux, alors au moins, ils sauront qu'ils ont compté pour quelqu'un. » Louis leva les yeux vers elle. « Et vous, Élise, si je signe ce décret, me pardonnerez-vous » Elle le regarda longuement avant de répondre. « Ce n'est pas mon pardon qu'il vous faut, monseigneur, c'est le vôtre. » Cette nuit-là, Louis ne dormit pas. Il arpentait son bureau, relisant le décret, cherchant des alternatives, pesant les conséquences de chaque choix possible. Dans 3 jours, il devrait décider qui il était vraiment, un prince obéissant ou un homme juste. Et pour la première fois de sa vie, il n'était plus sûr que ces 2 identités puissent coexister. Le surlendemain, Louis était plongé dans l'étude de cartes détaillées de la région, cherchant désespérément un tracé alternatif pour la route royale.
Il avait envoyé des émissaires examiner les terres du Nord mentionnées par Jacques Moreau, et leur rapport était encourageant. Peut-être existait-il vraiment une solution qui épargnerait les familles tout en satisfaisant les exigences de Versailles. C'est dans cet état d'espoir prudent que Geneviève fit irruption dans son bureau, accompagnée d'un homme que Louis reconnut avec déplaisir, Augustin de Morvilliers. « Louis, » annonça la duchesse d'un ton dramatique, « nous devons parler. Immédiatement. Geneviève, j'ai demandé à ne pas être dérangée. Et vous, Morvilliers, que faites-vous ici ?» L'intendant s'inclina avec une obséquiosité qui déplut aussitôt à Louis. « Monseigneur, j'apporte des informations de la plus haute importance concernant certains éléments perturbateurs de votre entourage. » Louis fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous » Geneviève prit les devants, sortant de son réticule plusieurs lettres qu'elle disposa théâtralement sur le bureau. « Mon cher Louis, pendant que vous vous laissez attendrir par de touchantes histoires paysannes, j'ai mené ma propre enquête sur votre protégé, et ce que j'ai découvert va vous choquer. Lise, qu'est-ce qu'Élise vient faire là-dedans ?» Morvilliers s'avança, un sourire mauvais aux lèvres. « Monseigneur, cette femme vous a-t-elle dit toute la vérité sur les circonstances de la mort de son mari ? Bien sûr, il est mort dans l'effondrement d'une tribune que vous aviez commandée. Détournons-nous un instant de cette version, intervint Geneviève d'une voix mielleuse. Monsieur Morvilliers a des révélations troublantes à vous faire. L'intendant sortit de sa sacoche une liasse de documents. Monseigneur, voici le vrai rapport sur la mort de François Marceau. Un rapport que cette femme n'a jamais vu, naturellement. Il étala les papiers devant Louis. François Marceau n'était pas le respectable charpentier qu'elle prétend. C'était un homme violent, un ivrogne qui battait sa femme et négligeait ses enfants. Le jour de l'accident, il était ivre-mort. C'est dans cet état qu'il a mal calculé les charges de la tribune. Louis examina les documents avec méfiance. Ces témoignages, il me semble, arrangés. Arrangés ? Geneviève feignit l'indignation. « Louis, vous soupçonnez un officier royal de falsification ? Et ce n'est pas tout, » continua Morvilliers. « Cette femme, Élise Marceau, entretenait une liaison avec le forgeron du village. Ses enfants, eh bien, leur paternité est douteuse, particulièrement le plus jeune. Comment osez-vous » Louis se leva, furieux. « Les accusations sont infâmes. Sont-elles fausses pour autant ?» Geneviève s'approcha de lui, faussement compatissante. « Mon pauvre Louis, cette créature vous a manipulé depuis le début. Elle a inventé cette histoire de veuve respectable pour s'attirer vos bonnes grâces. » Morvilliers acquiesça avec empressement. « Et maintenant, elle monte les paysans contre l'autorité royale. Elle organise des séditions, fomente la révolte. Cette femme est dangereuse, monseigneur. » Louis regardait les documents, l'esprit en ébullition. Tout semblait trop parfait, trop commode pour être vrai. Mais le doute s'insinuait malgré lui. Même si cela était vrai, dit-il lentement, cela ne change rien au fait que ces familles vont perdre leurs terres. Geneviève échangea un regard triomphant avec Morvilliers. Le prince commençait à fléchir. « Oh, mais justement !» s'exclama-t-elle. « Monsieur Morvilliers a une proposition remarquable pour résoudre ce problème. » L'intendant se racla la gorge. « Monseigneur, j'ai étudié le dossier des familles concernées. La plupart sont endettées, certaines sont en retard d'impôts. En réalité, cette expulsion leur rend service. Nous leur offrons de nouvelles terres, plus fertiles, dans la région de Bourges. Un vrai nouveau départ. À Bourges ?» Louis fronça les sourcils. « Mais c'est à plus de 100 lieues d'ici. » « Exactement. Loin de leurs mauvaises habitudes, loin des fauteurs de troubles comme cette Marceau. Ils recommenceront leur vie sur des bases saines. » Geneviève renchérit. « Et pour vous prouver la générosité de cette proposition, Monsieur Morvilliers s'engage à leur fournir les moyens de transport et une aide de 6 mois pour s'installer. N'est-ce pas merveilleux ?» Louis se rassit lentement. Cette solution semblait presque trop belle pour être vraie. « Et en échange ?» « En échange, dit Morvilliers, vous signez le décret aujourd'hui même, sans plus de délai, et vous éloignez définitivement cette Marceau de Sandrières. Pour le bien de tous. L'éloigner ?» Geneviève sourit avec une fausse bienveillance. « Oh, rien de cruel. L'abbaye de Sainte-Marguerite l'accueillera volontiers avec ses enfants. Elle y trouvera la paix de l'âme et la possibilité
de réfléchir à ses erreurs. Un piège. Louis voyait bien que c'était un piège, mais les arguments semblaient si raisonnables, si généreux même. Et si Élise l'avait vraiment trompé? Si toute cette histoire n'était qu'une manipulation? J'ai besoin de réfléchir, dit-il finalement. Il n'y a plus temps pour la réflexion, intervint Morvilliers d'un ton pressant. Le courrier royal part ce soir pour Versailles. Si le décret n'est pas signé, Sa Majesté enverra quelqu'un d'autre pour le faire. Quelqu'un de moins généreux. Geneviève posa une main sur l'épaule de Louis. Mon cher ami, vous avez fait preuve d'une bonté admirable. Mais parfois, la bonté mal placée devient cruauté. Ces gens ont besoin d'être guidés, pas flattés dans leurs caprices. Louis regardait le décret posé devant lui, la plume à la main. Il suffirait d'un trait, d'une signature, pour que tout se règle. Les familles seraient relogées, Élise éloignée de ses manipulations, l'ordre rétabli. Mais au moment où il allait signer, une voix s'éleva depuis la porte. « Monseigneur !» Tous se retournèrent. Margot se tenait dans l'embrasure, essoufflée, les cheveux défaits, visiblement terrorisés. « Margot ?» Louis fronça les sourcils. « Que faites-vous ici ?»« Monseigneur, pardonnez-moi, mais... » Elle jeta un regard craintif vers Morvilliers. « J'ai entendu ce que cet homme racontait sur Madame Marceau. Tout est faux. Comment osez-vous » rugit l'intendant. « Qui êtes-vous pour... » « Je suis de Saint-Marcellin » coupa Margot avec une bravoure qu'elle ne se connaissait pas. « Je connaissais François Marceau. C'était l'homme le plus doux du village. Il ne buvait jamais. Il adorait sa femme et ses enfants. Et Madame Élise, jamais elle n'a regardé un autre homme. » Geneviève pâlit. « Taisez-vous. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais que cet homme a tué François Marceau par négligence et qu'il ment pour couvrir ses crimes. » Morvilliers fit un pas vers la jeune servante, menaçant. « Ah, d'un petite insolente, je pourrais vous faire fouetter pour vos calomnies. »« Non, » dit Louis d'une voix ferme en se levant, « personne ne touchera à cette fille. » Il regardait Margot, puis Morvilliers, puis Geneviève. Soudain, tout devenait clair. Cette mise en scène, ces documents trop opportuns, ces solutions trop parfaites, on tentait de le manipuler comme un pantin. « Sortez !» dit-il à Morvilliers, d'une voix glaciale. « Monseigneur, sortez de chez moi, immédiatement, et emportez vos mensonges avec vous. » Morvilliers tenta de protester, mais le regard de Louis ne souffrait aucune réplique. Il rassembla ses papiers et sortit en maugréant. Geneviève, elle, resta figée. Son plan s'écroulait sous ses yeux. « Louis, » tenta-t-elle, « vous faites une erreur. Cette fille vient de me montrer qui sont mes vrais amis, » répliqua-t-il. « Et mes vrais ennemis. » Le regard qu'il posa sur Geneviève était si dur qu'elle recula d'un pas. « Nous reparlerons de tout cela plus tard, » dit-elle en tentant de sauver la face, « quand vous aurez retrouvé votre calme. » Mais en sortant, elle savait qu'elle venait de perdre une bataille décisive, et peut-être plus que cela. Restée seule avec Margot, Louis la regarda avec un respect nouveau. « Merci, » dit-il simplement. « Vous avez sauvé plus que vous ne le pensez. » « Monseigneur, » murmura la jeune fille, « allez-vous signer le décret ?» Louis regarda le document, puis le jeta dans la cheminée. « Il y aura d'autres décrets, » dit-il en regardant les flammes consumer les papiers. « Mais celui-ci ne portera jamais ma signature. Demain serait un autre jour, un jour où il devrait affronter la colère de Versailles, les manœuvres de Geneviève et peut-être sa propre ruine. Mais au moins, il l'affronterait en homme libre. » Le lendemain matin, Louis se réveilla avec la certitude qu'il venait de franchir un point de non-retour. En refusant de signer le décret, il avait défié l'autorité royale et scellé son propre sort. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait en paix avec lui-même. Il trouva Élise dans les jardins, assise sur leur banc habituel, regardant Bastien et Noé jouer près de la fontaine. Elle se leva en le voyant approcher, l'inquiétude marquant son visage. « Monseigneur, Margot m'a raconté ce qui s'est passé hier. Je suis désolé que vous ayez eu à subir ces calomnies à cause de moi. Ce ne sont pas vos excuses qu'il me faut, Élise, mais votre pardon. » Louis s'assit à côté d'elle, soudain las. « J'ai failli vous croire coupable. J'ai douté de vous, de votre honnêteté, de tout ce que vous m'aviez dit. Vous aviez le droit de douter. Ces accusations étaient bien orchestrées. » « Non. » Louis secoua la tête avec véhémence. « Je n'avais pas le droit.
Pas après tout ce que vous m'avez montré, tout ce que vous m'avez appris. J'aurais dû avoir confiance en mon cœur plutôt qu'en des papiers falsifiés. » Élise le regarda avec surprise. Cette humilité, cette capacité à reconnaître ses erreurs, elle ne l'avait jamais vue chez un homme de son rang. « Qu'allez-vous faire maintenant ? Le décret devait être signé hier. Je vais écrire au roi. » Louis se leva, se dirigeant vers la fontaine où jouaient les enfants. « Je vais lui expliquer pourquoi j'ai refusé de signer. Je vais lui proposer le tracé alternatif que nous avons étudié. Et si cela ne suffit pas, oui, alors j'assumerai les conséquences. » Bastien accourut vers eux, tenant une petite grenouille dans ses mains en coupe. « Maman! Monsieur Louis! Regardez ce que j'ai trouvé !» Louis s'agenouilla devant l'enfant, examinant gravement la petite créature. « Elle est magnifique, Bastien. Comment vas-tu l'appeler ? » « Princesse, parce qu'elle a une couronne dorée sur la tête. » Louis rit, un rire spontané qui surprit Élise par sa jeunesse retrouvée. « Princesse, c'est un excellent nom. Mais tu sais, les princesses aiment vivre dans leur palais aquatique. Peut-être devrais-tu la remettre près de l'eau. » L'enfant acquiesça sérieusement et courut libérer sa prisonnière dans le bassin de la fontaine. En le regardant, Louis sentit une détermination nouvelle l'envahir. « Élise, dit-il soudain, si je tombe en disgrâce, si je perds mes titres et mes biens, accepteriez-vous de rester ? Rester avec moi, comme ma famille. » Il rougit légèrement. « Je sais que c'est présomptueux de ma part. Vous ne me devez rien. Mais ces dernières semaines m'ont montré ce qui comptait vraiment dans la vie. Et ce n'est ni le rang, ni la fortune. » Élise le dévisagea, émue par la sincérité de sa proposition. « Louis, vous ne savez pas ce que vous dites. Si vous perdez votre position, qu'est-ce que je pourrais vous apporter ? Je ne suis qu'une veuve, sans éducation, sans dot, sans relation. Vous m'apporteriez ce que vous m'avez déjà donné, la vérité, la capacité de voir le monde tel qu'il est vraiment. » Et il hésita, puis continua avec courage. « Et l'amour d'une femme qui me voit comme un homme, pas comme un titre. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Élise sentit son cœur s'emballer. Depuis des semaines, elle repoussait ce sentiment naissant, se convainquant qu'il était impossible, inapproprié. « Mais maintenant, Louis, » murmura-t-elle, « les différences entre nous. » « Quelle différence ?» Il prit ses mains dans les siennes. « Vous valez 1000 fois plus que toutes les duchesses de Versailles. Vous avez plus de noblesse dans votre petit doigt qu'elles n'en ont dans tout leur corps. » Des pas précipités interrompirent ce moment d'intimité. Honoré accourait vers eux, le visage grave. « Monseigneur, un courrier de Versailles, urgent !» Louis lâcha les mains d'Élise et prit la lettre que lui tendait le majordome. Le sceau royal ornait l'enveloppe. Il l'ouvrit avec appréhension et lut rapidement le contenu. Son visage se durcit. « Mauvaise nouvelle ?» demanda Élise. « Sa Majesté n'est pas satisfaite de mon retard. Elle me convoque à Versailles dans les plus brefs délais pour m'expliquer. » Il replia la lettre avec amertume. « En d'autres termes, elle veut me destituer en personne. Peut-être pas. Peut-être acceptera-t-elle vos arguments si vous les présentez bien. » Louis sourit tristement. « Vous avez encore foi en la justice, Élise. C'est admirable. Mais je connais le roi. Il ne pardonne pas la désobéissance, même motivée par la bonté. Alors ne partez pas. » « Comment ? N'allez pas à Versailles. Restez ici. Nous trouverons une solution ensemble. » Louis la regarda avec tendresse. « Et devenir un rebelle ? Un prince en fuite ? Non, Élise, je ne peux pas fuir mes responsabilités. J'irai à Versailles, j'expliquerai mes raisons, et j'accepterai le châtiment. Et nous, et les familles menacées ? Pour les familles, j'ai déjà envoyé un ordre interdisant toute expulsion jusqu'à mon retour. Quant à vous, » il caressa doucement sa joue, « vous resterez ici. Cendrière vous appartient autant qu'à moi maintenant. Quoi qu'il arrive, vous y serez toujours la bienvenue. » Cette nuit-là, Louis fit ses préparatifs de départ. Il rédigea plusieurs lettres, une pour Colbert, expliquant ses motivations, une pour le roi, mêlant respect et fermeté, et une pour Élise, qu'il cacheta sans la lui donner. Au petit matin, alors qu'il montait en carrosse sous les regards inquiets de tous les habitants du château, Élise accourut vers lui. « Louis, attendez !» Elle lui tendit un petit objet, un médaillon grossièrement sculpté dans du bois. « Bastien l'a fait pour vous. Il dit que c'est pour vous porter bonheur.
Louis prit le médaillon, ému aux larmes. Sur le bois, maladroitement gravé, il reconnut les armes de Belway, reproduites de mémoire par les petites mains de l'enfant. « Dites-lui que c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait », murmura-t-il. La carrosse s'ébranla. Élise regarda s'éloigner l'homme qui avait bouleversé sa vie, se demandant si elle le reverrait jamais. Dans les appartements de Geneviève, la duchesse observait la scène par sa fenêtre avec un sourire mauvais. Louis parti, elle allait enfin pouvoir reprendre le contrôle de Sandrières et se débarrasser définitivement d'Élise Marceau. Mais elle sous-estimait la force de caractère de cette femme qu'elle avait toujours considérée comme une simple paysanne, car Élise, en regardant disparaître la carrosse de Louis, prenait une résolution qui allait changer le cours de leur histoire. Si Louis était prêt à tout sacrifier pour la justice, elle serait prête à tout sacrifier pour lui, même si cela devait la mener jusqu'aux portes de Versailles. 3 jours après le départ de Louis, Geneviève de Rouzières convoqua Élise dans le grand salon. La duchesse avait retrouvé toute sa superbe, convaincue que l'absence du prince lui redonnait le pouvoir absolu sur Sandrières. « Ma chère Élise, » annonça-t-elle avec un sourire glacé, « j'ai reçu des nouvelles de Versailles. » « Très mauvaise nouvelle, j'en ai peur. » Élise, droite et digne malgré son angoisse, attendait sans broncher. Notre pauvre Louis a été, comment dire, relevé de ses fonctions. Le roi l'a déchu de ses titres et de ses biens pour insubordination. Sandrières revient donc à la couronne en attendant qu'un administrateur royal soit nommé. Elle mentait, bien sûr. Aucune nouvelle n'était encore parvenue de Versailles. Mais Geneviève savait qu'Élise ne pourrait pas vérifier ses dires. Cela signifie bien évidemment que votre séjour ici doit prendre fin, immédiatement. Mes enfants et moi partirons dès que possible, répondit Élise avec une dignité qui irrita la duchesse. Oh, mais il y a un problème, continua Geneviève avec une fausse compassion. Des accusations ont été portées contre vous. Sédition, organisation de troubles publics, des crimes graves qui pourraient vous mener en prison. Élise pâlit. « Ou quelles accusations ?» « Heureusement, poursuivit la duchesse sans répondre, j'ai intercédé en votre faveur. L'abbesse de Sainte-Marguerite accepte encore de vous accueillir, vous et vos enfants. Vous y serez en sécurité, loin de ces complications. Et si je refuse ?» Le sourire de Geneviève se fit carnassier. « Dans ce cas, je crains de ne plus pouvoir retenir les autorités. Vos enfants vous seraient retirés et placés ailleurs. Vous comprenez ?» C'était un chantage éhonté, mais Élise comprit qu'elle n'avait guère le choix. Pour protéger Bastien et Noé, elle était prête à accepter l'exil conventuel. « Très bien, » dit-elle enfin. « Nous partirons demain. »« Excellent. » Geneviève battit des mains. « Une carrosse vous attendra à l'aube. » Mais ce que la duchesse ignorait, c'est qu'Élise avait pris ses propres dispositions. Dès le départ de Louis, elle avait secrètement envoyé Margot porter un message à Henri Bouchard et aux autres familles. Si Louis était en danger, il devait agir. Cette nuit-là, tandis que Geneviève savourait sa victoire prochaine, une procession silencieuse se dirigeait vers Sandrières. Henri Bouchard, malgré ses 70 ans, menait la marche, soutenu par Pierre Dubois et Jacques Moreau. Derrière eux, toutes les familles menacées par le décret avançaient dans l'obscurité, portant des torches et des banderoles. À l'aube, quand Élise sortit du château avec ses enfants et leurs maigres bagages, elle découvrit un spectacle qui lui serra le cœur. Plus de 200 personnes s'étaient rassemblées devant les grilles de Sandrières. Les paysans, mais aussi des bourgeois des villages voisins, des artisans, des marchands, tous venus témoigner leur soutien. « Madame Marceau !» cria Henri Bouchard. « Nous ne vous laisserons pas partir. »« Mes amis, » répondit Élise, émue aux larmes, « vous ne pouvez rien faire. Je dois protéger mes enfants, et nous devons protéger celle qui nous a défendus. » Pierre Dubois s'avança. « Nous savons ce que vous avez fait pour nous. Nous savons que le prince a refusé de signer le décret grâce à vous. » Geneviève, alertée par le bruit, sortit du château en furie. Que signifie ce rassemblement? Dispersez-vous immédiatement. Nous ne bougeons pas, déclara Jacques Moreau. Tant que Madame Marceau ne sera pas libre, nous resterons ici. La duchesse pâlit. Elle n'avait pas prévu cette solidarité populaire, mais elle reprit vite contenance. « Garde !» cria-t-elle. « Dispersez cette racaille !»
Mais les quelques gardes du château hésitaient devant la foule pacifique qui incluait des femmes et des enfants. Aucun d'eux n'osait donner le premier coup. C'est à ce moment qu'un bruit de sabots retentit sur la route. Une carrosse approchait au galop. Élise reconnut les armes de Bellois et son cœur bondit. Louis en descendit, suivi d'un homme en livrée royale qu'Élise ne connaissait pas. Le prince semblait transformé, plus mûr, plus déterminé, rayonnant d'une autorité nouvelle. « Geneviève !» lança-t-il d'une voix qui claqua comme un fouet. « Que signifie cette mascarade ?» La duchesse recula, décomposée. « Louis, mais vous n'êtes plus... Je croyais que j'étais déchu. » Louis sourit ironiquement. « Détrompez-vous. Permettez-moi de vous présenter Monsieur de Pomponne, ministre des Affaires étrangères de Sa Majesté. » L'homme en livrée s'inclina cérémonieusement. « Madame la duchesse. » Louis s'avança vers la foule assemblée. « Mes amis, j'ai de bonnes nouvelles. Le roi a accepté ma proposition de tracé alternatif pour la route royale. Vos terres sont sauvées. » Un immense cri de joie s'éleva de la foule. Henri Bouchard pleura sans retenue, soutenu par sa famille. Les enfants dansaient, les femmes s'embrassaient, les hommes lançaient leurs chapeaux en l'air. « Comment est-ce possible ?» balbutia Geneviève. « Grâce à ces gens, » répondit Louis en désignant les paysans. « Quand j'ai exposé leur situation au roi, quand je lui ai montré qu'il existait une alternative qui préserverait les familles tout en servant les intérêts de la couronne, Sa Majesté a compris que la vraie grandeur d'un roi réside dans la protection de ses sujets, pas dans leur oppression. » Il se tourna vers Élise qui se tenait immobile près de la carrosse, n'osant encore croire à ce retournement. « Et surtout, » continua-t-il en s'approchant d'elle, « grâce à une femme exceptionnelle qui m'a appris que la vraie noblesse vient du cœur, pas du sang. » Il s'agenouilla devant elle, sous les regards stupéfaits de l'assemblée et de Geneviève. « Élise Marceau, » dit-il d'une voix ferme, « voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme ?» Un silence absolu s'abattit sur la cour. Puis Bastien cria « Dis oui, maman, dis oui !» Élise regardait cet homme qui avait tout risqué pour la justice, qui avait défié un roi pour protéger des innocents, qui s'agenouillait maintenant devant elle, sans se soucier des convenances. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, de tout mon cœur. » Louis se releva et l'embrassa sous les acclamations de la foule. Monsieur de Pomponne s'approcha d'eux. « Monseigneur, » dit-il avec un sourire bienveillant, « Sa Majesté m'a chargé de vous remettre ceci. » Il tendit à Louis un parchemin orné du sceau royal. « Votre nouveau titre, duc de Sandrières et protecteur des terres rurales. Le roi souhaite que votre exemple inspire d'autres nobles à mieux servir leurs sujets. » Geneviève, voyant sa défaite consommée, tenta une dernière fois sa chance. « Louis, » implora-t-elle, « vous ne pouvez pas épouser une roturière. Pensez à votre lignée, à votre rang. » Louis la regarda avec pitié. « Ma lignée s'honorera d'accueillir une femme de cette qualité. Quant à mon rang, il n'a de valeur que s'il sert à protéger et élever les autres. » Il se tourna vers l'assemblée. « Mes amis, vous êtes tous invités à nos noces. Sandrières ouvrira ses portes pour célébrer non seulement un mariage, mais aussi une nouvelle ère de justice et de fraternité. » Les cris de joie reprirent de plus belle. Henri Bouchard s'approcha du couple, les larmes aux yeux. « Monseigneur, madame, vous nous avez rendu notre dignité. Nos enfants grandiront en sachant qu'il existe encore des nobles qui se souviennent de leurs devoirs envers le peuple. » 3 mois plus tard, l'église de Sandrières résonnait des chants de noces les plus beaux de la région. Élise, vêtue d'une robe simple mais élégante, rayonnait de bonheur au bras de Louis. Bastien et Noé, en habits de velours, portaient fièrement les alliances. L'assistance était inhabituelle pour un mariage princier. Aux côtés des quelques nobles restés fidèles se mélangeaient paysans, artisans, bourgeois, tous ceux qui avaient bénéficié de la nouvelle politique de justice sociale de Louis. Geneviève de Rouzières était partie, définitivement écartée du château. Morvilliers avait été révoqué de ses fonctions. Margot avait été promue intendante du domaine, première femme à occuper ce poste. Quand les époux échangèrent leurs vœux, ils promettent non seulement de s'aimer, mais aussi de servir ensemble la justice et la vérité. Car leur union ne symbolisait pas seulement l'amour triomphant, mais aussi la possibilité d'un monde plus juste où la noblesse du cœur l'emporterait sur celle du sang. Et tandis que les cloches de Sandrières sonnaient pour célébrer ce mariage extraordinaire,
Elles annonçaient aussi une nouvelle ère où un prince et une ancienne veuve de charpentier allaient prouver que l'amour et la justice pouvaient changer le monde, une vie à la fois. Dans les années qui suivirent, le domaine de Sandrières devint un modèle pour toute la France. Les familles paysannes y trouvaient protection et équité. Les enfants accédaient à l'éducation. Les faibles étaient défendus contre les puissants. Et Élise, devenue duchesse de Sandrières, n'oublia jamais ses origines. Chaque jour, elle se promenait dans les villages, écoutait les doléances, consolait les affligés, redonnait espoir aux désespérés, car elle avait appris qu'un prince pouvait sauver une veuve et ses enfants. Mais qu'en retour, cette veuve pouvait sauver l'âme du prince et par là même changer le destin de centaines d'innocents. L'amour, quand il s'allie à la justice, a le pouvoir de soulever les montagnes et de réconcilier les classes. Et c'est exactement ce qui se produisit à Sandrières, où une ancienne paysanne et un prince de France prouvèrent que les plus belles histoires d'amour sont celles qui rendent le monde meilleur.